Donc, le thème que j'ai choisi ce soir se base sur l'infidélité. Je l'ai appelé quand j'ai peur d'être trompée, les conseils d'une psy, qu'est-ce qu'on fait, comment on gère ça au mieux, qu'est-ce qui se passe quand on a affaire à de l'infidélité. Alors ici, c'est plutôt quand vous subissez de l'infidélité, et c'était plutôt cette posture-là, mais ça vous permet de vous questionner aussi quand c'est vous-même qui êtes infidèle. Parce que peut-être dans votre parcours amoureux, vous êtes passé par les deux postures. Soit vous avez subi des tromperies, alors ce qu'on appelle tromperie, je vais le définir dans 3 minutes, mais ça peut être aussi, c'est vous qui à un moment donné avez été pris en flagrant délit de mensonge par infidélité. Bon, ça arrive aussi, hein, donc voilà, ça dépend des personnes. Il y en a qui sont stricto sensu, hyper réglo, et qui n'ont jamais trompé leur partenaire, ni menti, ni trahi, ni rien du tout, sur un contrat d'exclusivité, à partir d'un contrat d'exclusivité, qui est une règle normalement que les couples qui sont fidèles s'engagent, sur lequel ils s'engagent. Le problème de ces contrats d'exclusivité via le mariage, normalement, il est censé être explicite et non pas implicite. Parce que qui dit infidélité, qui dit tromperie, dit coup de canif dans le contrat d'exclusivité. Vous êtes d'accord? Bon, sinon, il n'y a pas de trahison du contrat. Voilà. Donc évidemment, là, je vais parler sur la peur d'être trompé par rapport à un contrat de couple qui est un contrat où la règle est officiellement une règle où chacun des partenaires se doit d'être exclusif, et ce, normalement, sexuellement et émotionnellement. Parce qu'il y a deux manières de traiter la fidélité, enfin, il y a deux concepts autour de la fidélité. Vous avez la fidélité émotionnelle, qui est, voilà, je suis avec ce partenaire-là, et on est impliqué émotionnellement, et je ne souhaiterais pas que tu aies une autre relation suivie émotionnellement, impliquée émotionnellement avec un autre partenaire que moi. Et vous avez la règle d'exclusivité sexuelle où, tu ne trahis pas ce contrat qu'on a entre nous, qui est il n'y aura pas de pénétration par un autre partenaire. En général, c'est ça, la règle d'exclusivité. Je précise, hein, parce que ce n'est pas toujours ça. Quand je fais travailler les couples sur les problèmes d'infidélité, souvent je les fais réfléchir sur le contrat sur lequel ils s'étaient mis d'accord. Est-ce qu'il y avait un vrai contrat explicite ou implicite? Voilà, c'est quoi l'infidélité, elle pose sur quoi, et est-ce qu'il y avait vraiment ce contrat qui était établi officiellement ou implicitement, parce que des fois c'est implicite, et puis ensuite, est-ce que c'était plutôt je ne supporterai pas que tu aies un suivi affectif et émotionnel, ou quelle est la limite de l'infidélité du contrat, est-ce que je ne supporterai pas qu'il y ait passage à l'acte sexuel. Et ça veut dire quoi, passage à l'acte sexuel? Parce qu'il y en a, on peut se poser la question, ça démarre quand l'infidélité? À quel moment on peut estimer que l'autre est infidèle ou qu'il me trompe? Est-ce que c'est juste parce qu'il y a un baiser? Est-ce que c'est parce qu'il la caresse, elle l'a caressé, il l'a caressé? Est-ce que c'est juste un massage sensuel? Est-ce que c'est vrai? C'est quoi les limites? Est-ce que c'est pénétration? Est-ce que c'est pénétration dans l'oreille? Parce que des fois, à un moment donné, on a joué. J'avais même fait un scénario avec un film qui s'appelait Les Amours hors cadre avec une réalisatrice. On s'était amusé avec ça, sur un contrat comme ça. Bon alors, ça va jusqu'où l'histoire de la tromperie là? Est-ce que tu as le droit de mettre un doigt dans l'oreille, un doigt dans le nez? C'est quoi les histoires de jusqu'où? C'est infranchissable. C'est quoi la règle en fait qui est normalement fixée entre toi et moi? Sinon, ça veut dire que tu trahis le contrat et donc tu me trompes. Voilà. Et quand vous entendez le mot tromper, vous entendez aussi abus. Parce que j'ai cherché la définition dans le dictionnaire. C'est quoi tromper? Tromper, c'est abuser de la confiance de quelqu'un, se jouer de lui en usant des mensonges, de dissimulation. On cache quelque chose quand on trompe. C'est pour ça que j'ai souvent utilisé dans mon vocabulaire tromper en sous-marin. Ça veut dire on ment à la personne, on n'est pas transparent, on ne dit pas tout, ou on dit un bout et pas tout. Genre, j'ai vu mon collègue, ça se passe bien, je suis sortie avec lui, j'ai bu un pot avec lui, mais on ne dit pas, j'ai couché avec mon collègue.
par exemple. Donc, il peut y avoir de l'omission dans le mensonge, ou il peut y avoir, on dissimule tout, quoi. Un petit mensonge, gros mensonge. En tout cas, j'abuse de ta confiance. Parce que la problématique que vous allez voir venir d'ici peu, quand on a peur d'être trompé, on se sent abusé et il y a une problématique de confiance avec l'autre qui se perd. Je perds la confiance en toi. Et du coup, ça va être très compliqué de rétablir cette confiance ou cette sécurité affective à partir du moment où j'imagine ou je sais que j'ai été trompée. Voilà. Et donc, le thème du jour porte sur la peur d'être trompé, le stress que ça occasionne et la perte de la confiance qui va s'instaurer entre moi et le partenaire pour faire un couple durable. L'ingrédient majeur, c'est le sentiment de sécurité et de stabilité, et donc de confiance. Si cet élément n'est pas entre les deux, si cet élément se perd, alors à ce moment-là, le couple fléchit. Il prend un coup dans l'aile. Ça va être tout l'objectif de la thérapie de couple, moi je vous le dis parce que j'en fais quand même régulièrement, c'est de ramener de la sécurité et de la confiance là où c'est perdu, là où ça se perd. Alors ici, on est sur les histoires d'infidélité. À savoir que quand même, majoritairement, les couples divorcent aujourd'hui pour des questions d'infidélité. C'est encore le motif majeur des séparations. Bah, évidemment, il y en a d'autres, mais ça reste le motif majeur des séparations dans la plupart des couples. Bon, après, on examine si la crise, ça amène une crise, l'infidélité, la tromperie. En général, quand j'ai des couples en thérapie qui travaillent là-dessus, c'est une crise qui peut être évolutive, c'est-à-dire les faire avancer sur, mais vous verrez, ça je développerai, remettre des bases, remettre une autre manière de fonctionner, comprendre ce pourquoi il y a eu tromperie, infidélité, etc. Des fois, c'est intéressant d'aller regarder ce qui est joué. Bon, mais le mot de tromper, la définition, donc être infidèle à quelqu'un, c'est d'avoir une aventure amoureuse, sexuelle avec un autre. Donc, par exemple, les tromperies avec mon meilleur ami. Oh, il est parti avec mon meilleur ami, un classique du genre. Et ça peut arriver, des fois, c'est des gros trucs quand même, c'est des gros mensonges. C'est genre, mon époux, enfin, c'est le fréquentait. C'est-à-dire, il y a eu des moments où mon amant est arrivé vers mon époux. Enfin, on a fait des soirées tous ensemble, ils se connaissaient, pas forcément le meilleur ami. Mais ça, c'est des classiques du genre. C'est-à-dire, moi, j'en ai tous les jours. C'est ragot, c'est radeau cancan. Moi, j'entends souvent des trucs comme ça. Et puis en plus, je l'ai fait aussi. Donc c'est pas que les autres. Je me rappelle, c'est vieux, moi j'ai tellement fait de trucs. Mais c'est vrai qu'à une époque, je me rappelle. Et alors, comme je suis passée moi-même dans la phase, c'est moi qui trompe en sous-marin, mais ça, c'était vraiment au tout début, avant de me mettre en vérité. C'est intéressant d'examiner cette posture aussi, si vous êtes passé par là, quand c'est vous qui trahissez l'autre. Et justement, quand on fréquente l'ami du mari et qu'on fait venir l'amant et que pourquoi pas, il y a du clivage en fait. C'est-à-dire non seulement on clive, c'est-à-dire on compartimente. On dit oui, ça c'est mon mari, je suis attachée, il n'y a aucun problème, c'est très bien, enfin tout va bien. Et mon amant, c'est une autre histoire, mais c'est en parallèle dans un autre compartiment. Pour pouvoir gérer la culpabilité, il y a du clivage qui s'instaure. Et c'est une manière de gérer en s'arrangeant avec je veux le beurre et l'argent du beurre en fait. Voilà, donc je vous mets un peu dans le mood mais je reviendrai sur la posture de celui qui trompe parce que les deux sont intéressantes. Celui qui subit se sent abusé et trahi, mais celui qui trompe, il est aussi en souffrance mais d'un autre endroit. C'est pas la même chose. Et cette histoire de clivage, c'est pas confortable non plus, de dire bon là, allez, ça a l'air fun comme ça, c'est pas très fun. Déjà parce qu'on risque de se faire prendre, et il y a quelque chose de transgressif dont je vais peut-être me faire choper, et en même temps, du coup, ça peut être excitant encore plus d'avoir le mari et l'amant, parce qu'il y a ce truc de transgressif, c'est hors cadre, on sort de la règle, justement de la règle d'exclusivité, ça se fait pas, c'est incorrect. Voilà. Et donc, il y a ce côté qui est excitatoire, justement, parce que c'est pas autorisé. Plus la culpabilité, donc il y a de l'inconfort, voire du stress aussi, de gérer les deux histoires en même temps. Ça, c'est pour celui qui ramène les trios, là, les histoires à trois. Il n'y a pas que des avantages, il y a aussi des inconvénients. Bon, je reviendrai là-dessus, parce qu'il y a fort à dire sur ce sujet, finalement. Le mot tromper, c'est « je mens volontairement ». Donc, quand même, celui qui trompe,
il sait que c'est pas bien, enfin, il sait que c'est pas moral, hein, ça devrait pas exister, et c'est quand même conscient, quoi. C'est pas genre il est évanoui. Oh, ben c'est bizarre. Oh, ben ça c'est mon amant, alors ça alors. Non, il le sait et c'est volontaire. Voilà. Depuis juillet 1975, être infidèle à son conjoint n'est plus une faute pénale, mais une faute civile. Oui, bon, c'est bien, vous le saurez. Et puis aussi, dans les enquêtes récentes, il y a 60% des hommes en France qui trompent en sous-marin et 40% des femmes. Donc, on savait, enfin, on disait en général, la réputation, c'est les hommes qui trompent et les femmes sont des oies blanches. D'accord ? Ça a toujours été plutôt ça, la réputation. Les femmes se font enfin, des oies blanches. J'exagère, mais bon, je le fais en cours. Hein. Mais elles subissent, en fait. Voilà. Les tromperies des hommes, et ce sont eux qui sont volages. Et ben, il se trouve que les Françaises, il y a une augmentation des infidélités de la part des femmes françaises. Donc c'est monté petit à petit, ça monte encore, le score continue de monter, mais pas dans tous les milieux sociaux, c'est dans le milieu social des classes sociales bourgeoises et moyennes, pas celles qui sont désavantagées, les femmes de classe sociale basse, elles ne se l'autorisent pas parce qu'elles dépendent financièrement d'un homme, donc elles ne se l'autorisent pas trop. Voilà. Alors que dans la classe des femmes qui sont financièrement plutôt aisées, ou qui sont intellectuellement, qui ont fait des études, etc., elles se l'autorisent beaucoup plus facilement. Voilà. Donc c'est quand même bien de le savoir. Hein. On ne peut pas mettre, parce que sinon on pourrait dire, ah oui, il n'y a que les hommes qui trompent les femmes. Non. Aujourd'hui, on sait qu'il y a presque autant d'hommes que de femmes qui trompent en sous-marin, qui sont infidèles. Voilà. Pour des questions d'épanouissement d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, la question que vous pouvez vous poser, je suis sûre que vous la posez, pourquoi trompe-t-on ? Mais pourquoi donc sommes-nous infidèles ? Donc la réponse c'est, vous les avez les réponses, je suis sûre, parce que vous connaissez le sujet. C'est quoi les réponses ? Pourquoi les gens trompent leur partenaire ? Je te le paye en mille. Bon, répondez, vous avez des idées quand même. Pourquoi trompe-t-on notre partenaire ? Alors, la routine, bon, je t'ai entendu. Hein. La routine peut être effectivement le fait que... Alors, la routine, c'est pas que le plan-plan. C'est le côté genre, on s'ennuie un peu, quoi. C'est bien, une fois que j'ai toute ma petite famille dans la prairie, je suis contente, mais bon, voilà, ça stagne, d'accord ? Il n'y a pas beaucoup de fun, où je suis pris par le joug de la logistique et du quotidien, des charges parentales et tout, donc ça me fatigue. Et donc, j'ai envie de vibrer, d'accord ? Ça peut être effectivement l'histoire de la routine. Ça peut être il est acquis, elle est acquise. J'ai le sentiment qu'il est acquis, il est à mes pieds. Il me fait tout, il est tellement gentil, et que voilà, c'est un partenaire chouchou. Donc c'est tellement gentil, tellement acquis, qu'il m'intéresse moins. Voilà. Donc allons voir ailleurs, courons derrière celui qui n'est pas acquis. Là, c'est excitant. Un grand classique de la peur de la tromperie, ça. Hein. Des histoires d'amant et de maîtresse. Donc la routine, ouais, vas-y. C'est comparable à la tentation. Hein ? Être acquis, c'est comparable à être tenté. Conquis, acquis, c'est pareil, ouais, même combat. Tenté. Conquis, acquis, t'es capté. Être tenté, aller voir ailleurs, c'est pareil. Oui, t'es tenté d'aller voir ailleurs parce que t'as l'impression que c'est pas que c'est que de la routine. T'as l'impression que ton partenaire il est un peu à tes pieds, quoi. C'est tellement sécurisant. Tu sais que voilà, il est là, c'est un peu le pot de fleurs, quoi, ou l'objet de décoration. Tu vois. Il est là, tu es attaché, tu sais que c'est bien, c'est sympa, ça se passe bien, tout va bien dans le meilleur des mondes. Il te fait une garantie sur le futur, je serai là, je serai fiable, je ne te tromperai pas, moi je serai toujours là pour toi. Donc vous dormez sur vos des oreilles, mais en même temps, vous commencez à fantasmer et vous désirez quelqu'un romantiquement, une love affair qui serait beaucoup plus excitante et quelqu'un à conquérir. C'est ça le désir, il fait du manque. Donc on va chercher à conquérir quelqu'un qui n'est pas accessible. L'amant en général n'est pas très accessible. Dès qu'il se rend accessible, j'ai eu un cas comme ça la semaine dernière, l'amant au bout de 10 ans s'est rendu libre et du coup la maîtresse, enfin la femme qui, voilà, elle n'avait pas forcément envie de sauter le pas parce qu'il devenait accessible. Et elle se posait 50 questions en disant, oh là là, mais si je quitte mon mari pour l'amant, je le connais un peu comme ça, mais quid de faire ma vie avec, quoi. C'est quand même pas la même chose, le couple et l'amant, c'est pas le même rôle, si tu veux, tu vois. Donc, tant qu'il était à capter, c'était super excitant.
le jour où il est capté, ça devient déjà moins excitant. Hein. Puis après, il faut se taper la réalité au jour le jour. Donc, c'est pas la même chose, pas la même histoire. Voilà. Je ne sais plus, j'étais sûre de dire pourquoi les gens trompent. Donc oui, donc les femmes trompent, les hommes trompent. 70%, donc ça fait quand même ont au moins trompé une fois dans leur vie, si ce n'est pas plus. Donc on pourrait dire qu'il y a une majorité des gens qui trompent les autres. Tout le monde se trompe au moins une fois dans sa vie. Et parfois la tromperie démarre au fantasme. C'est-à-dire il y a des gens qui disent à leur partenaire, déjà rien que dans l'imaginaire, si tu fantasmes sur un autre, tu me trompes. Bon, alors après, moi je ne sais pas jusqu'où vous mettez votre définition de la tromperie, hein, mais il y en a qui ne supportent pas que vous pensiez à Brad Pitt pendant que vous faites l'amour avec lui, par exemple. Ou vous pensez à votre collègue préféré, ou votre patron préféré qui est magnifique, ou je ne sais pas quoi. Déjà, rien que d'envisager, d'imaginer que vous puissiez fréquenter votre hiérarchique, déjà, il y en a, déjà, vous êtes déjà en train de le tromper. Hein. Mais c'est vrai, ça dépend des niveaux de jalousie. Il y a des gros jaloux et des petits jaloux. Voilà. De nouveau, je vous pose une question. À votre avis, qu'est-ce qui crée les gros jaloux? Qu'est-ce qui crée les petits jaloux? Qu'est-ce qui organise le gros jaloux? Ou les grosses jalouses? Hein? Alors, il y a un problème d'estime de soi, de confiance en soi. Quand je suis grosse jalouse, j'ai très peu de confiance en moi. C'est-à-dire, j'imagine toujours que quelqu'un est mieux que moi, là-bas, et que forcément, il partira pour un autre ou une autre qui sera mieux que moi. Je ne mérite pas plus que ça. Je ne suis pas assez importante, assez intéressante pour être aimée pour qui je suis très longtemps. Donc, tôt ou tard, il va partir avec la voisine, ou elle va partir avec le voisin. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est vraiment un problème, de confiance en soi. Ça, c'est pour les gros jaloux. Il n'y a pas que ça. Pour les gros jaloux, ils ont un attachement anxieux ou désorganisé derrière. Toujours. Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de « je ne veux pas te perdre, je suis possessif. Donc j'ai besoin d'avoir le contrôle sur la situation. » Et donc j'ai derrière un attachement anxieux à l'autre. Anxieux, ou en tout cas pas évitant, c'est sûr, mais ou ambivalent ou désorganisé. C'est-à-dire je vais m'agripper, je suis dépendant quand même. Hein, si je suis un gros jaloux, c'est que je rends l'autre nécessaire à ma vie, je lui donne beaucoup de pouvoir. Ça va, c'est clair ça? Ça, c'est important que vous l'entendiez, parce qu'il y a des curseurs de jalousie. Hein. Et les gros jaloux, ils sont souvent instables. C'est pour ça que quand ils suspectent l'autre de trahir, ils vont monter dans les tours en réponse d'attaques agressifs. Ils peuvent être même violents, il y a des crimes. Hein. Enfin, il y a des gens qui deviennent violents par jalousie, rien qu'en suspectant, même si ce n'est pas forcément vrai. Et puis, il y en a d'autres qui vont fuir, c'est-à-dire ils vont arrêter la relation. C'est aussi une manière de... C'est un passage à l'acte. Puisque tu me trompes, je te quitte. Paf, au revoir. Hop là, ciao, bye bye. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble, mais c'était une belle histoire, mais je te dégage. Hop, tu sors direct de la fusée. C'était bien, mais c'est inadmissible. Ça s'appelle un passage à l'acte. C'est un cauchemar, ça. Hein. C'est tout très tout ou rien. C'est parce qu'il y a un attachement anxieux ou désorganisé et tu rajoutes souvent une problématique de blessure à la trahison. Tu m'as trahi, c'est inadmissible, ciao. Le mensonge, même le petit mensonge, je ne peux même pas le tolérer. Ça passe pas, quoi. Et là, il y a quelque chose de dramatique, parce que des fois, il y a des belles choses, enfin, il y a des belles histoires qui se nouent, et à l'endroit où l'autre, il a une blessure de trahison, c'est vraiment, ça passe ou ça casse, quoi. Bon, voilà. Donc ça, c'est pour plaider la cause, pour défendre celui qui se fait larguer, parce qu'il a menti une fois ou il a été infidèle une fois. Ok. Et les petits jaloux, puisque j'étais sur pourquoi il y a des gros jaloux, pourquoi y a-t-il des petits jaloux? Comment font les petits jaloux pour être petits jaloux? À votre avis? Alors, vous n'avez pas la réponse. Donc, hein? Alors, soit ils s'autorisent à tromper, c'est-à-dire à avoir des aventures en parallèle. Ça, c'est une possibilité, donc ça les déculpabilise, ça arrive. Hein. Et bien, puisque moi, je me l'autorise en cachette, et bien, vas-y. Vas-y, sous-entendu, oh, ben, c'est pas grave. Hein. Tu vois, en fait, c'est pour créer un équilibre et sortir de sa culpabilité. Voilà, ça existe ça, sauf que c'est pas annoncé comme tel. C'est pas dit, écoute, vas-y, allez,
T'as pas ta collègue là, ta petite, il n'y a pas une, tu t'y intéresses pas, ouais, voilà. Donc soit c'est pour rééquilibrer effectivement parce que je me prends un amant et je voudrais que ça se passe bien et que je continue comme ça. Soit je ne suis pas jaloux parce que j'ai pas le sentiment que c'est grave de me faire abandonner par toi. Eh bien oui, les petits jaloux, ils ne créent pas de drame à l'idée de la perte. Mais oui, c'est surtout ça. Ils n'ont pas cet attachement anxieux ils sont beaucoup moins dépendants, ou alors ils le cachent bien. Hein. Les petits jaloux, ils ne sont pas là en mode « Oh là là, si cette relation même à laquelle je tiens s'arrête, je vais mourir, enfin, tout va s'effondrer dans ma vie. » Non, ils sont assez confiants sur l'idée qu'ils trouveront quelqu'un d'autre derrière. Les profils narcissiques peuvent être comme ça, entre autres, je le dis, mais pas que. Ils ont un côté insécure, c'est-à-dire ils sont séducteurs, donc ils peuvent tromper. Et en même temps, comme ils ont la cote et qu'ils savent qu'ils peuvent toujours trouver quelqu'un après, ils sont assez tranquilles sur le fait qu'aujourd'hui c'est toi, mais demain, si jamais ça se passe mal, ou qu'ils se font choper, il y en aura toujours une en magasin. Donc ils sont moins en stress à l'idée d'être abandonnés que ceux qui n'ont vraiment pas confiance en eux et qui se disent oh, si jamais je perds celui-là, je perds tout, j'en trouverai pas d'autre, je suis en pénurie. D'accord ? Donc ceux qui sont des petits jaloux sont quand même moins angoissés sur l'idée de la perte parce qu'ils envisagent un futur meilleur, ils ne se sentent pas en danger à l'idée de perdre ce partenaire. Ce qui n'est pas le cas des gros jaloux qui sont angoissés à l'idée de la perte et qui envisagent un futur pourri, sombre, en vide affectif. Enfin voilà, je perds tout. Quoi. Je me perds, je te perds, je vais être dans le vide, oh là là, oh là là. Ça, c'est les gros jaloux. C'est pour ça qu'ils deviennent très contrôlants, parce qu'ils se sentent menacés pour leur survie. Donc ça, c'est très important de voir que les jaloux, la jalousie, c'est un fléau, hein, et en même temps, c'est très biologique, c'est très instinctif. Qui n'est pas jaloux ? Quand on est attaché à quelqu'un, on devient jaloux. Moi, j'ai observé, même si je trouvais que c'était nul, je trouvais que c'était la plupart des gens ils me disent mais c'est complètement con d'être jaloux, je préférais m'en passer. Ben, d'accord, sauf qu'on n'a pas le contrôle souvent sur la jalousie, c'est une affaire biologique. Quand on est très attaché à quelqu'un et qu'on le crée dans sa tête comme un couple sérieux, un partenaire sérieux potentiel, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'on crée dans notre tête un futur avec cette personne en mode couple. Alors à ce moment-là, il y a un attachement qui se crée, qui est beaucoup plus puissant que l'attachement avec un partenaire qui ne fait que passer. Tu vois, voilà. Donc dès que je crée un couple dans ma tête, je crée aussi un facteur de sécurité. C'est comme si je me dis, ce couple-là, il y a un partenaire qui va me augmenter mon sentiment de sécurité grâce à lui. Et donc je m'investis émotionnellement, je m'investis dedans, quoi, dans l'histoire. Et évidemment, je peux devenir beaucoup plus jaloux que si je ne m'investis pas. Vous pigez le truc. Moi, je l'ai remarqué sur moi. Hein. Moi, je peux partager plein de mecs à condition que j'en fais pas une histoire de couple dans le futur. Il n'y a aucun problème de partager, de ne pas être jaloux quand on sait qu'on ne s'investit pas ou peu. Voilà. Bon. Mais dès qu'on s'imagine, ça c'est important que vous le repériez, dès que vous faites dans votre tête une bascule en vous disant ce partenaire-là, je pourrais en faire un couple, il m'a l'air de matcher avec moi et que celui-là pourrait devenir potentiellement un vecteur de couple, hop, c'est-à-dire hop, couple ou pas couple, quoi, vous avez vu l'image ? Ou je suis pas en couple ou je suis en couple. À un moment donné, il y a une bascule qui se fait. Si tu commences à te dire, je pourrais faire un couple avec lui, ou je suis en couple avec lui, ben c'est bon, ça veut dire qu'il est l'élément qui va organiser ta sécurité, et donc tu lui donnes beaucoup de pouvoir, et donc tu ne veux plus le perdre. Et donc, il y a un attachement qui se crée. Et les attachements qui se créent sont des attachements qui renvoient aux attachements archaïques de l'enfance, qui sont souvent des attachements avec nos parents, et on se rend dépendant à l'autre comme ça. C'est pour ça qu'il y a des gros jaloux, très contrôlants, avec beaucoup d'agressivité, parce que justement, ils ne veulent plus perdre, ils s'agrippent en fait, ils sont très dépendants de l'autre, parce qu'ils l'ont mis sur une étagère de partenaires de couple qui est garantie, quoi. C'est-à-dire il y a vraiment un attachement agrippant. Pas très sain d'ailleurs. Donc en disant ça, vous voyez les pistes pour s'en libérer déjà. Hein. Ben voilà, ça donne déjà l'idée de comment arrêter d'être un gros jaloux ou de subir, d'avoir peur d'être trompé, déjà en arrêtant de donner le pouvoir à l'autre en mode il va être mon garant de sécurité et ce jusqu'à la fin de ma vie, quoi.
dans ma tête, hein, parce qu'il n'y a que moi qui l'imagine. C'est une production personnelle, hein, vous faites un film. Voilà. Ok. Oui, j'avais fait un point sur quand commence l'infidélité. En général, ça commence avec la préméditation. C'est vrai qu'il y a des gens qui trompent par vengeance, qui disent puisque tu l'as fait, je te le fais. Tu me l'as fait une fois, je te le fais. Bon, pourquoi pas. Et c'est encore, ça fait partie des raisons. C'est aussi le piment sexuel, hein. Il y a des gens qui trompent parce que ils veulent épicer leur sexualité. Oh, ça, c'est un classique du genre, hein. On va dire que pour moi, c'est lié à une forme de... Il y a un problème sur l'intensité. La dernière conférence que j'ai faite, c'est sur l'addiction à l'intensité. Il y a beaucoup de gens qui sont addicts à l'intensité, ils ne s'en rendent pas compte. Et donc, la sexualité, quand ils veulent des épices, c'est ce que j'appelle pimenter la sexualité, c'est qu'il y a une forme d'ennui de moindre intensité dans la sexualité. Donc, ils se disent, faut que ça bouge, quoi. Faut que ce soit plus hop, 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 quoi. Faut que ce soit la fête du slip, d'accord? Et donc, là, c'est un peu, bon, c'est bien, je connais, voilà. Et du coup, il y a un problème ici, qui est quand même le problème de notre société actuelle, où on veut toujours que ce soit plus mieux, plus fun, toujours plus, tu vois. Donc, un partenaire pour la vie, ça ne va pas être très épicé. Mais si je rajoute un partenaire, plus un amant, plus éventuellement dans le futur encore un autre, je vais faire des explorations et je vais peut-être goûter à autre chose, quoi. Parce que plus j'explore et plus j'ai l'impression que ma vie est intense. D'accord ? Moins j'explore et plus... Ça c'est pas vrai que ça veut dire que ça, c'est faux, hein. C'est juste l'idée que je me fais. Il y a un problème sur l'intensité. Mais la plupart des gens, ils pensent comme ça. Et moins j'explore des partenaires, moins je trompe, quoi, moins je fais de l'exploration sexuelle, moins je fais du tourisme sexuel, plus j'ai l'impression que ma vie est fade, plus je m'ennuie, plus c'est plan-plan. Donc un mec ou une nana pour la vie, bon c'est bien, c'est gentil, mais ça c'était à l'époque de nos grands-mères. On va pas s'en arrêter là, maintenant on veut explorer. Allons explorer, allons nous amuser, allons épicer, allons je sais pas quoi. Bon, et voilà. Et donc le problème qui apparaît ici, effectivement, c'est que ceci n'est pas vrai, pas forcément vrai. On peut toujours trouver de l'intensité avec le même partenaire, sauf que les gens ne savent pas le faire. Enfin, ils sont maladroits, ils n'apprennent pas, enfin, je ne sais pas ce qu'ils foutent. Soit ils ont un problème, ça ne matche pas dès le départ, hein, il y a des gens qui ne s'accordent pas physiquement, soit ils ne savent pas faire, il y a un manque de savoir-faire. Ou alors une addiction à l'intensité en général, qui se pose aussi sur la sexualité, avec je m'ennuie un peu partout, et donc il me faut toujours plus, un peu partout. Donc ça va déclencher des profils qui vont tromper par justement manque d'intensité dans leur vie, ou croyance que l'intensité, encore plus là-bas et plus là-bas. Voilà, bon. Là, ça ne se résout pas, hein. Tant que la personne n'est pas consciente que c'est elle qui a le problème, elle continuera de papillonner en mode il faut que j'explore parce que sinon, sinon bof quoi, hein, d'accord, ma vie est trop fade. Donc vous n'allez pas résoudre. Si vous êtes dans celui qui se fait tromper par quelqu'un qui est comme ça, hein, qui a envie d'explorer tout le temps et qui trouve que sa vie est jamais assez intense, eh ben, il vous trompera. Il continuera. Je veux dire, ça ne cessera pas. Parce que c'est un raisonnement qui est acquis en fait. C'est un raisonnement qui ne bouge pas. Vous comprenez ou pas ça ? C'est important. Vous voyez qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas changer tant qu'elles ne changent pas de point de vue, qu'elles ne se disent pas oui, mais c'est moi qui ai un problème. Ça ne bougera pas. Même si elles vont s'assagir, parce qu'il y a un truc qui fait que si vous êtes un partenaire de couple et que cet homme ou cette femme tient à vous, elle va dire bon, maintenant, ok, je te garantis l'exclusivité sous la menace de la séparation. Maintenant, hop, je ne te tromperai plus. D'accord, hop, je te signe le contrat, là, hop. Sauf que si ce n'est pas résolu, cette histoire de manque d'intensité, il va s'assagir 2 minutes, mais comme ce n'est pas un vrai choix, c'est un choix par peur et un choix pour se rendre à votre camp, à votre cause, ça se répétera. Tôt ou tard, il y aura l'envie d'intensité ailleurs. Ben oui, vous n'allez fondamentalement pas changer de point de vue sur la question de je manque d'intensité. Bon, ok, j'ai peur de la perte, donc j'y vais, mais je n'ai pas vraiment envie de changer ce problème de manque d'intensité. Ou de problème de séduction, ça peut être aussi, j'ai besoin de séduire tout le temps parce que je sais que je ne plais pas assez, donc il faut que je séduise toutes les 5 minutes.
Ouais. Ah oui, alors je sais pas, là, il faut demander où est la clim. Ça doit être là-bas. Là-bas, tu as la clim. Parce que quand on rencontre un nouveau partenaire, il y a ce qu'on appelle l'énergie de la nouvelle relation. Donc c'est un shoot de dopamine, de noradrénaline, de sérotonine. Donc c'est top en fait pour celui qui trompe. Et c'est moins top pour celui qui est trompé, surtout quand il le sait. Parce que lui, il va se taper une tonne d'hormones du stress, par contre, qui vont se déverser. Voilà. Et donc j'arrive sur la peur d'être trompé. Donc les symptômes, quand on est trompé, on va commencer à créer de la rumination. Vous rappelez-vous ce qu'on appelle la limérance aujourd'hui, qui est je suis obsédée, j'arrête pas d'y penser, j'y pense tout le temps, avec une création d'imagerie, des images. Souvent, il y a des images de j'imagine l'autre en train d'être avec sa nana ou avec son mec, et ils sont en train de faire l'amour, par exemple. Il y en a qui vont fixer sur des images. Il y a même des personnes qui arrivent en consultation avec des stress post-traumatiques là-dessus. C'est-à-dire, ça fait 1 an qu'ils se tapent les images de et je l'imagine depuis que j'ai appris que, et je l'imagine en train de coucher avec, et c'est inadmissible, et tati tata. Et donc, ils n'arrêtent pas ils buguent sur l'image. Ils rêvent de ça, c'est des cauchemars et tout. Bon, ça, c'est un peu excessif, mais ça arrive. Okay, donc, vous avez des ruminations, donc de l'obsessionnalité, ça c'est la limérance. De l'anxiété liée à la jalousie. Il y a beaucoup d'anxiété, c'est de la peur, j'ai parlé de la peur d'être trompé, il y a de l'anxiété, c'est la peur de perdre l'autre, la peur qu'il s'éloigne, il désinvestisse, ou elle désinvestit, la peur qu'il préfère le partenaire annexe à vous. Voilà, il y a l'histoire de rival, oui, il y a la rivalité avec l'autre. Donc vous allez vous comparer aussi avec l'autre. Et moins vous avez confiance en vous, plus vous avez vous comparer en plus. Voilà. Vous avez envie de vous débarrasser de ces images où vous imaginez l'autre en train de vous tromper, mais vous n'y arrivez pas. En général, c'est incontrôlable. Hop, ça revient. Et souvent, celui qui est jaloux ou qui a peur d'être trompé, il se dit « mais c'est nul ce truc, j'ai envie de me débarrasser de ça. J'ai envie de reprendre le contrôle sur moi en n'étant pas jaloux. » Sauf que ça ne marche pas. Vous avez essayé, vous? Oui ou non? Ça marche ou pas? Ça ne marche pas. En plus, moi, je l'ai vraiment testé ce truc en me disant mais non, mais tout va bien. En plus, souvent, même les tromperies, c'est souvent des passages à l'acte sexuel. Mais ça ne veut pas dire que votre partenaire, il vous dit qu'il va vous quitter. La plupart du temps, il ne vous quitte pas toutes les 5 minutes, quoi. Donc, c'est pas qu'il vous dit mais non, mais je vais rester avec toi, il vous rassure et tout. Mais ça ne suffit pas. Mais pas du tout, même. Moi, je sais que j'ai une histoire comme ça où je me disais mais si, mais c'est pas grave, de toute façon, il est très attaché à moi, et puis il me le montre tout le temps, et puis il n'est pas prêt de me quitter, la preuve, il ne me quitte pas, même s'il a d'autres histoires. Et puis, de toute façon, c'est pas grave, je ne suis pas très jalouse, et puis je gère bien, j'ai plein de ressources, je sais faire, je me débrouille bien pour gérer la jalousie. Alors tout ça, c'était tout ce que je me racontais. Eh ben, ça n'a pas marché. J'arrêtais pas. Il y a quand même une partie qui est incontrôlable, qui est incroyable d'ailleurs, et je pense que c'est très biologique, et que c'est pas très lié à... C'est pas très rationnel tout ça. C'est très instinctif, on est des mammifères, et il y a un truc avec... c'est comme la mère avec ses petits, elle protège les petits, mais il y a un truc comme ça avec le partenaire de couple sur lequel on investit, qui est que on n'a pas envie de le partager, quoi. Voilà. Et c'est plus fort que nous, et pour même les petits jaloux, parce que moi je ne suis pas une grosse jalouse, je n'ai jamais été une grosse jalouse, mais même en tant que petite jalouse, je peux témoigner que j'ai eu des moments où j'arrivais pas à digérer, quoi. C'est le cas de le dire, j'avais des troubles digestifs, parce que je faisais du déni sur la jalousie, je me disais mais non, moi, jalouse, mais non, ça va, ça se gère, je le gère, je gère. Donc c'est important de voir votre niveau, quand vous êtes dans la peur d'être trompé, est-ce que c'est vraiment vrai que vous n'êtes pas jaloux? Le mieux, c'est de le reconnaître, de l'assumer, de dire écoute, là, je suis jaloux, j'arrive pas à faire mieux. Voilà. Bon, c'est bien de reconnaître et assumer ces parts de vous, plutôt d'être culpabilisé en disant mais je suis nulle. C'est quoi ce truc de jalousie à la noix? Ok, il y a peut-être un signe comme quoi il peut me tromper. D'abord, est-ce que c'est si grave que ça? Et puis, est-ce que ça vaut la peine de faire des gros cacas nerveux de jalousie où je me plombe moi-même et où je le plombe? Parce que plus je le flique, et plus lui, ça le saoule, en fait. Vous avez remarqué que plus vous êtes dans le contrôle, plus vous empoisonnez la relation, et plus l'autre, il n'a qu'une envie, c'est
Enfin, au bout d'un moment, il vous rassure, puis à un moment donné, ça lui casse les pieds. Là. Il va vous rassurer comme un bébé, puis après, il dit, écoute, gère ton insécurité, débrouille-toi. Je ne vais pas passer ma vie à te rassurer toutes les 5 minutes. Et c'est le truc qui se mord la queue, parce qu'une fois, ça, il faut le regarder, une fois que la méfiance est installée, une fois que vous avez peur d'être trompé, vous grimpez au rideau. Vous n'arrivez plus à... Parce que vous n'y croyez pas. En fait, le problème de cette histoire de la peur d'être trompé, c'est que vous n'avez plus confiance et vous n'arrivez pas à croire à tout ce qu'il vous raconte. Même avec les téléphones, genre je te passe le téléphone, regarde, mais non, il n'y a rien dans mon téléphone, tu peux fouiller, tu peux machin. Mais en fait, il y a un endroit où vous n'y croyez plus assez. Si vous a menti une fois, c'est fini, c'est mort. C'est comme si, pour certains, c'est terminé. Donc, si ça vous est arrivé, ou si c'est en train de vous arriver, que vous avez quelqu'un qui vous a menti une fois et vous êtes tombé, c'est un classique du genre, ça, hein, vous tombez sur une information et hop, vous avez dans le téléphone, ou ça y est, vous apprenez qu'il vous a trompé, ou il y a une meuf ou un mec dans le secteur, alors qu'il vous dit, mais non, il n'y a que toi, il y a que toi. Bon, bref. Donc, il y a un coup de canif dans le contrat, d'accord ? La seule chose qui est possible pour remettre de la confiance, c'est que il s'engage à remettre à jour le contrat d'exclusivité, c'est-à-dire à remettre les pendules à zéro, c'est-à-dire il s'engage ou elle s'engage à dire bon bah je ne vais plus le faire parce que je choisis ce couple, je te choisis et ma priorité c'est de faire couple avec toi. Comme je vois que tu es jaloux et que tu ne gères pas, je suis d'accord de m'engager sur l'exclusivité et on remet les pendules à zéro. C'est la seule manière, parce que si vous ne faites pas confiance à cet engagement, alors ça ne sert à rien de repartir dans le couple. Hein. Arrêtez tout. Là. Si vous n'arrivez pas à un moment donné à dire, bon écoute, il s'est engagé ou elle s'est engagée, elle m'a menti une fois, mais je lui redonne une chance, et je teste en fait, je fais un test, je ne sais pas, sur 3-4 mois, j'en sais rien. Mais si vous ne donnez pas de chance et vous dites, ouais mais de toute façon j'y crois pas, il m'a menti une fois ou 2 fois, il me mentira jusqu'à la fin de sa vie, ben, c'est mort, hein, c'est même pas la peine. Hein. Il ne faut pas laisser la méfiance s'installer. Il faut à un moment donné que vous compreniez que vous êtes responsable quand vous êtes victime d'une tromperie, de continuer de faire tourner la méfiance. À un moment donné, il faut donner une chance, c'est-à-dire de repartir à zéro en disant, bon, alors est-ce que tu t'engages sur un contrat d'exclusivité ou pas ? Et puis éventuellement de parler de ce contrat d'exclusivité. Soit ça, soit vous partez sur un contrat ouvert. Si vous avez envie d'essayer les modèles ouverts, où lui, il a le droit d'aller voir ailleurs, ou elle, et puis vous aussi, bah pourquoi pas ? Mais vous engagez sur un contrat, c'est-à-dire qu'il y a un contrat entre vous qui est fixé et des règles du jeu, d'accord ? Bon, voilà. Ok. À savoir que les modèles ouverts peuvent être complexes. Si vous êtes des gros jaloux, ça va être compliqué à gérer. C'est facile quand on est moyen jaloux, voilà, bon, mais ça peut être plus compliqué. Mais ça peut être un arrangement pendant une certaine période, de dire, bon, puisque toi, tu as ouvert le couple et que tu ne veux pas arrêter cette relation avec un tel, alors moi, je me l'autorise aussi, on va voir ce que ça donne. C'est des explorations, hein. Ça marche ou ça ne marche pas, vous faites un test. Ça peut être une option, hein. Ce n'est pas garanti que ça marche. Soit vous pouvez faire pareil, soit vous ne pouvez pas parce que ce n'est pas du tout votre cadre de référence. Il y a des gens qui sont grave exclusifs. Ils n'ont même pas l'idée qu'ils pourraient ouvrir 5 minutes. Ce n'est même pas possible en rêve. Donc laissez tomber. Soit c'est possible, soit c'est pas possible. Mais ne tentez pas le diable si ça ne vous correspond pas du tout. D'accord ? Voilà. Alors j'étais sur les symptômes. Quand vous êtes dans la peur de la trahison, quand vous êtes dans la peur d'être trompé, vous êtes dans l'agitation, le stress maximal. Souvent, il y a un stress pas possible, journalier. Il y a des tensions psychiques, vous faites des cauchemars la nuit. Et tout est orienté sur le partenaire. Ouais, ça vous prend la tête, comme on dit. Donc, vous êtes là, par exemple, vous donnez une conférence et ça vous prend la tête, vous pensez... vous avez beau être dans l'action, en train de faire un truc ou en train de faire la cuisine ou vous occupez de vos gosses, vous ne pouvez pas vous empêcher d'y penser toute la journée, quoi, tout le temps, à n'importe quel moment. C'est très intrusif comme truc. Voilà. Et c'est orienté sur le partenaire. Le problème, c'est que ce n'est pas orienté sur vous, vous avez remarqué. C'est orienté sur qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il vit, où il en est, est-ce qu'il est encore avec elle, pas avec elle, je vais regarder sur Facebook, sur les réseaux, sur machin, qui sait, etc. Donc tout est orienté sur le monde extérieur. Et évidemment, vous faites un décentrage, hein, vous avez remarqué. C'est l'inverse du centrage. C'est-à-dire, vous passez votre temps à vous décentrer. C'est une catastrophe. Plus que vous faites ça, plus vous paumez. Hein. Bon, voilà.
avec comme conséquence l'envie de plaire. Soit vous êtes hyper dans faut tout que je fasse pour que je le séduise à nouveau et qu'il ait envie de rester avec moi. Faut faire des conserves. J'appelle ça faut qu'il me conserve parce que c'est important qu'il me conserve. Voilà, moi ça va me sécuriser qu'il puisse me garder. Alors pour me garder longtemps, j'ai intérêt à être belle, intelligente, à tout faire pour le capter. Voilà, faut qu'il me choisisse, faut qu'il me préfère, faut que je sois la première sur le podium. Et donc je vais faire des efforts de ouf pour lui plaire. D'accord ? Vous voyez comment c'est malsain le truc. Là, vous signez direct votre perte. Hein. Comment je me fous dedans. Alors ça, c'est vraiment, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. En 10 leçons, c'est passer son temps à faire des efforts de dingue, tout ça pour mériter l'amour de cet homme ou de cette femme qui vous trompe. Bon, donc vous vous rangez dans le camp des dépendants affectifs. Voilà. Et après, après vous galérez. Bon, après vous faites un travail en thérapie. Mais pourquoi j'étais dépendant ? Mais parce que je l'ai rendu indispensable. Voilà. Ou alors, donc, ou vous faites ça, ou à force de ruminer là, et de stresser en mode je suis jaloux, j'en peux plus, j'arrête pas de penser à ça, ou alors vous arrivez à une réponse de détresse, d'impuissance, de j'en peux plus là, je suis tellement en stress, je dors plus la nuit, j'y pense tout le temps, et donc j'ai tellement pas le sentiment de contrôler que je panique, et je finis par m'effondrer. C'est des mini burn-out en fait. Hein. Donc il suffit que vous ayez en plus un boulot fatigant, des gosses qui vous prennent la tête, c'est bon. Vous êtes, il n'y a plus personne au rendez-vous, vous êtes laminé, on vous retrouve. Ah, vous êtes sur le tapis avec des problèmes de somatisation. Ou, voilà. Donc ça, des fois, ça peut être dramatique quand même. Hein. Ça peut aller loin, ces histoires de rester dans des relations comme ça, en mode ça me stimule, ça fait de la surchauffe en fait. Ça vous agite. Hein, j'ai peur d'être trompée, mais je suis méfiante et je ne suis pas sûre, mais peut-être qu'il ne le fait plus, et peut-être qu'il le fait encore, et peut-être que pas. Et des fois, il y en a, ils restent 1 an, 2 ans là-dedans, ils craquent complet. Et avec des réponses d'attaque, ils agressent le partenaire. Ouais, c'est sûr, je suis sûre que tu me trompes encore. Faut que je vérifie dans ton téléphone. Je suis sûre que tu n'es rien. Alors je suis sûre. Soit ils agressent, soit ils n'en parlent pas, mais ils n'en pensent pas moins. Ils prennent sur eux, en fait. Ils disent « non, je ne vais pas le saouler avec mes problèmes de jalousie, je ne dis plus rien, mais j'en pense pas moins. » Donc, en fait, ils ravalent. Et ils prennent sur eux, parce qu'ils ne veulent pas montrer qu'ils sont jaloux, ils veulent se contrôler. Donc, ce n'est pas tellement mieux. Parce que du coup, ils se stressent à fond, quoi. Parce que c'est toute la chimie du stress, déjà. Donc, soit j'attaque, soit je m'inhibe, et je me dévalorise parce que je me compare, voilà. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'on est orienté vers le danger, en fait. Notre système, notre cerveau reptilien et limbique est orienté vers le danger et les problèmes à résoudre. Donc pourquoi on a peur d'être trompé et qu'on passe son temps à paniquer et à créer des images du pire et à être obsédé, même si ce n'est pas tout à fait la réalité, c'est moins pire que la réalité. La plupart du temps, c'est moins pire que la réalité. Hein. Les fantasmes du jaloux, ça part dans tous les sens. Parce que notre cerveau est fait pour gérer le danger. Donc ça nous met en survie, ce truc. Pourquoi ça nous met en survie ? Parce qu'on a donné beaucoup de pouvoir à ce couple. C'est ce que je disais au départ. On a investi ce couple comme étant un couple qui va nous garantir la sécurité. Enfin, et voilà, on va s'appuyer dessus. Bref, on a surinvesti cette histoire. Et du coup, on crée notre propre tombe. Voilà. Donc, vous pouvez prendre la racine. La racine, c'est souvent la peur de la solitude, de toute façon, ou la peur du vide, ou la peur de ne pas faire sans, ou d'être en pénurie, de ne pas avoir quelqu'un derrière lui qui va le remplacer. C'est toujours des trucs comme ça, en fait. Donc c'est un surinvestissement du lien avec vous en tant que petite fille ou petit garçon, et l'autre en tant que grande maman ou grand papa. Voilà, un truc comme ça. Hein, je vous le fais en cours, mais c'est un peu ça. Et donc, du coup, vous devenez complètement obsédé, vous voulez vous contrôler l'autre. Donc, on est sur des problématiques autour du contrôle. Hein. Je n'ai pas le contrôle sur la situation, je sens la menace du danger, c'est insécurisant, je suis en insécurité, il m'insécurise. Et alors, surtout, dans votre vocabulaire, vous allez arrêter de dire « c'est de sa faute, il m'insécurise, il me trompe, c'est un salaud » ou je ne sais pas quoi, ou elle, hein, je dis ou elle. Parce que quand vous dites « il m'insécurise », vous perdez votre pouvoir. À chaque fois que vous dites « c'est l'autre », vous perdez votre responsabilité. Revenez chez vous. Je suis responsable de rester avec quelqu'un
qui me fait vivre trop d'insécurité sur lequel je n'ai pas de marge. Je n'ai pas les moyens de gérer une telle insécurité. Ça m'appartient si je suis jalouse. D'accord ? L'autre, il est pour rien. Si l'autre, il vous balance, bah attends, ma grande, va gérer ton insécurité avec tes psys, ou c'est toi qui as un problème d'insécurité. Bon, c'est du connu, hein, je parle pour moi. Vous avez peut-être vécu ça. Ah bah ouais, ouais. Mais c'est quoi là? Tu as des problèmes d'insécurité, mais va travailler ça en thérapie, tu vois. Ça, c'est la manip, tu vois. Mais en même temps, c'était pas faux. Mais ma responsabilité là-dedans, c'est pas de rester 107 ans avec quelqu'un avec qui je peux pas gérer. C'est de voir, mais c'est de ma responsabilité de gérer mon sentiment de sécurité. Ça m'appartient à moi. Donc pourquoi je reste et je me mets sous les cailloux en mode il va falloir que je fasse des efforts inouïs et de travailler sur moi et de me changer pour rester avec quelqu'un qui peut me tromper ou qui m'a trompé ou qui a envie de me tromper. À un moment donné, je peux me poser des questions. Donc revenez, ce n'est pas l'autre qui vous insécurise, c'est vous qui êtes responsable de subir très longtemps et de ne pas prendre une décision ou d'éloignement ou de changement de positionnement. Vous pouvez aussi dire, écoute, là, je vais faire un break pendant 3-4 mois, histoire de respirer, et puis on n'est que des amis, par exemple, hein, si vous ne voulez pas tout perdre. Voilà, on est des potes, ou on n'est que des sex friends, ou on n'est rien du tout, enfin, vous voyez ce que vous voulez. Quelque chose qui vous corresponde pour diminuer ce sentiment d'insécurité. Vous êtes seul responsable de voir comment vous gérez votre problème de sécurité dans la vie. Hein. Personne ne va le faire à votre place, puisqu'il n'y a que vous qui puissiez vous protéger pour vous. L'autre, il peut vous rassurer 5 minutes, mais ce n'est pas votre père ni votre mère. Donc il ne va pas passer son temps à vous rassurer comme un bébé, si vous n'êtes pas un bébé. Vous êtes une grande fifi, donc vous êtes responsable de gérer votre sentiment de sécurité et déjà de moins confier le pouvoir à l'autre en disant il n'est pas tout pour moi, et puis de voir, attends, c'est à moi de mettre des limites, c'est pas à l'autre qui va les mettre à ma place, puisque en fait votre partenaire qui vous trompe, il n'a aucun intérêt de vous lâcher, puisque en général il vous aime. Donc même s'il en aime une autre, il en aime d'autres. Ou si c'est juste un plan fun ponctuel parce qu'il a envie de fun, n'importe comment, il tient à vous. En général, c'est comme ça que ça se passe. Les gens qui sont infidèles en couple, c'est pas parce qu'ils vous aiment plus. En général, c'est parce qu'il y a de l'attachement. Mais ils ont envie de plus. Ils ont envie de ça et ça, le beurre, l'argent du beurre. On a envie d'explorer autre chose. Bon, très bien, mais il y a de l'attachement quand même. Donc, c'est pas lui qui va vous dire, ou elle qui va vous dire, attends, mais non, moi je te quitte, je t'aime pas, sinon il l'aurait déjà fait. C'est qu'il y a de l'attachement avec vous, il y a de l'amour avec vous, mais c'est pas que c'est pas suffisant, c'est pas qu'il vous aime pas, c'est que c'est pas suffisant, c'est pas ça le problème souvent, c'est qu'il y a d'autres dynamiques, on les a vues les dynamiques, hein, qui font qu'il a envie d'explorer plus, ou ça manque d'intensité, ou vous n'êtes pas assez parfaite, et forcément puisque tout couple est imparfait, donc vous n'êtes pas la partenaire parfaite, mais de toute façon il n'y a aucune satisfaction permanente avec quelqu'un, donc il y a quelque chose à regarder sur pourquoi il vous trompe ou elle vous trompe, mais en même temps, c'est pas lui ou elle, vous avez compris, qui est responsable de votre sentiment d'insécurité. Arrêtez de blâmer l'autre ou de dire ah, gna, gna, c'est un pervers, c'est un nanin. Alors j'entends ah, c'est un pervers narcissique, ah, c'est un manipulateur, ah, c'est ce que je sais, moi, c'est ceci, cela. Mais arrêtez, peut-être ben oui. Mais c'est à vous de voir et vous faites quoi de ça? Une fois que vous savez que vous êtes manipulé, à vous de prendre votre responsabilité, tu vois. Arrêtez de rester bêtement en mode lui il est responsable de tout, moi je suis responsable de rien. Bah pas du tout, absolument pas. En plus, plus vous restez comme ça, plus vous vous dévalorisez. Hein. Déjà qu'en général, vous jouez le rôle de la dépendante ou dépendant, quand vous avez peur d'être trompé et que vous restez dedans, vous êtes déjà dans la dépendance affective. Alors déjà, vous êtes une petite fille ou un petit garçon avec son papa, d'accord ? Alors, en plus, si vous vous dévalorisez avec la rivale, alors là, vous n'en sortez pas, là, vous êtes grave petite fille. Ça ne va pas vous arranger. Donc, que faire? Moi, je trouve que j'ai chaud. Vous n'avez pas chaud? Non? Vous allez bien? Bon, parfait. Donc, mieux vous reconnaître que vous êtes jaloux et mal en point. Déjà, ça, je l'ai dit. Assumez. Le problème, c'est sur la peur d'être trahi, de revenir à la solitude, au manque d'amour. Donc, nous sommes tous des êtres en manque d'amour. D'accord? C'est tout le monde comme ça. Même celui qui trompe et qui a l'amante et la maîtresse, hein, ou l'amant, peu importe. De toute façon, il y a de toute façon chez tous les êtres un manque d'amour. Même ceux qui trompent. Mais vous imaginez, c'est un truc de dingue. C'est jamais parfait. De toute façon, même quand on a tout en deux ou tout en trois,
Ça, c'est pour les modèles polyamoureux ou je ne sais pas quoi. On s'imagine qu'on n'est pas comblé par un et qu'on a tout en 2 ou tout en 3 ou tout en 4 ou tout en 10 ou tout ce qu'on veut, quoi. En général, c'est tout en 2. J'ai un ça pour ça et l'autre pour ça. Mais ça ne marche pas, c'est pas vrai. Il y a toujours un manque d'amour. Tout le temps. Ce manque d'amour, il est lié au sentiment de séparation et il est inhérent à l'existence. Donc vous aurez toujours affaire à ce manque d'amour. Ou alors c'est, et je crois que je ne suis pas assez aimée par mon amant ou par ma femme ou par... voilà. Donc il y a toujours ce truc qui persiste et signe, et ça ne se règle pas avec les amants et les maîtresses, ni avec un couple solide soi-disant. Voilà. Ça, il faut l'examiner sérieusement. C'est vraiment, je vous invite vraiment à examiner cette histoire de « je serai toujours en manque d'amour ». Évitez de sombrer dans le mendiant d'amour ou la mendiante d'amour, parce que là, vous n'en finirez jamais. Mais il y a quelque chose à regarder dans quoi qu'il arrive, que je sois célibataire ou en couple, j'aurai toujours un sentiment de manquer d'amour à l'infini, quoi. On aimerait tellement être aimé pour qui on est de manière inconditionnelle, et ce pour toujours. C'est impossible, c'est irréaliste, c'est complètement utopique. Il faut arrêter avec ce truc. Vous ne serez jamais aimé par quiconque. Ça, c'est des faux discours qu'on vous balance en ce moment. Oui, on peut t'aimer pour qui tu es, et ce pour toujours. Non, on ne vous aimera pas pour qui vous êtes, et ce pour toujours, même si vous n'êtes pas trompé. Mais de toute façon, vous serez aimé de manière imparfaite par l'autre, et vous vous aimerez aussi de manière imparfaite. Parce qu'il y a des limites. On vient de l'infini et on voudrait aimer à l'infini et être aimé à l'infini. Mais c'est pas possible, ça. C'est juste pas possible, c'est complètement utopique. Donc revenez sur Terre et vous serez toujours aimé avec du manque d'amour. Vous aurez toujours un sentiment latent de manque d'amour, des moments de vide, des moments de creux, des moments où vous avez l'impression de ne pas être assez important pour l'autre, des moments où votre estime de vous, elle sera bateau. Et c'est pas très grave. Vous pouvez vivre avec. C'est mieux que de se dire « un jour, je vais tomber sur la bonne personne qui ne me trompera plus jamais, voilà, et qui m'aimera pour qui je suis, et ce, définitivement et pour toujours. » Oh putain, là, vous êtes mal barré, je vous le dis. Hein. Là, franchement, vous signez, c'est grave. Mais oui, parce que là c'est des croyances d'enfants, c'est des croyances... c'est la croyance du prince charmant, mais c'est mignon quand on est petit, quoi. C'est bien naïf, en fait. Il y a vraiment ce truc de l'autre, il va me sauver la vie, voilà. Un jour, celui-là, il m'a trahi, il me trompait, cauchemar. Le prochain, là, fiable, il y a écrit, voilà, il y a écrit, il est fiable, il ne me trompera pas, il m'aimera, voilà, et ce pour toujours. Mais non, mais en plus, en général, qu'est-ce qui se passe? Vous mettez avec des alphas, en général, parce que les alphas, ils sont comme ça. Les alphas, ils te disent, je te tromperai jamais, je te protégerai toute ma vie, et je serai fiable. Oui, ben, enfin, à quel prix? Donc c'est important de voir, mais qu'est-ce que vous racontez dans votre tête, quoi? Donc revenez sur cette histoire de je manque d'amour et je manquerai toujours d'amour un temps soit peu, et c'est pas grave. Déjà, je vais apprendre à m'aimer, à me respecter, et petit 2, je vais pas tout attendre de quelqu'un, c'est pas mon père, et j'ai pas besoin de tout attendre d'un partenaire. Bon, voilà. Donc vous serez moins trahi par quelqu'un, parce que vous serez moins susceptible à la trahison, ça sera moins grave. Ok, bon, vous en ferez ce que vous voulez si quelqu'un vous trompe, mais vous allez arrêter de ruminer dans des boucles horribles, parce qu'il y a des gens qui sont dans des trucs horribles. Je vous dis, moi j'ai des consultations, des gens, 1 an après, ils sont toujours avec un stress post-traumatique, en train de visualiser l'autre en train de coucher avec machin. Hein, c'est un cauchemar. Hein. Donc c'est pathologique là. Puis moi, en plus, on peut en parler, parce que moi je me suis fait des troubles digestifs par déni de peur d'être trompée. Donc j'étais soi-disant pas jalouse. Donc je vois bien qu'on peut partir en vrille quand même sur ces trucs de je suis trompée et je gère pas et je digère pas et j'arrive pas à passer, etc. Donc la meilleure manière de s'en sortir, déjà, 1, d'attendre moins d'un partenaire, et 2, je vous ai mis de mettre un contrat. Si vous restez avec ce partenaire, vous avez le droit de ne pas rester. Hein. Mais si vous envisagez de passer la crise, regardez quel est le problème sous-jacent à cette crise de tromperie. Quel est le problème? Est-ce qu'il y a un problème? Des fois, il n'y en a pas. Hein. Des fois, c'est juste je t'aime, mais je veux explorer ailleurs. Donc, il n'y a pas de problème majeur, si ce n'est l'exploration. Mais des fois, il y a des problèmes. La plupart du temps, c'est je ne me sens pas vivant avec toi ou avec moi. Ou dans ma vie en général, je ne vibre pas plus que ça, donc j'ai besoin de vibrer là-bas. Bon, parce que là, la nana à côté, elle me fait vibrer, toi, ma vie n'est pas vibrante. Bon, c'est des trucs, c'est le classique du genre, ça. Il peut y avoir d'autres raisons, mais ça, c'est le grand classique de la plupart des gens qui trompent, hein, parce qu'ils veulent tout. Voilà, bon. Et ben voilà, donc si vous subissez ça, est-ce que vous pouvez remettre un contrat d'exclusivité, ce que j'ai dit tout à l'heure, et repartir sur des
les bases où la confiance se réinstalle. Sinon, la confiance, elle ne se réinstalle pas. Et si vous passez votre temps à vous méfier, eh ben, c'est mort, quoi. Vous n'avez qu'à signer un contrat écrit, un contrat oral, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Parce que moi, j'ai eu un couple comme ça il n'y a pas très longtemps qui est venu me voir. Et elle n'arrivait pas à refaire confiance. Elle dit, mais je suis sûre, mon mari, c'est un manipulateur, il n'arrête pas de me mentir. La preuve, il a ramené, je sais pas quoi, une petite culotte. Enfin, elle n'arrêtait pas de... Et des fois, c'était des trucs complètement délirants. La plupart du temps, c'était complètement faux. C'était excessif. On va dire qu'il continuait à voir la nana, c'était sa collègue. Il continuait à la voir puisqu'il bossait avec, mais il n'était pas parti dans une histoire love avec elle, quoi. Et elle interprétait, elle faisait un grand délire. Mais si j'en suis sûre, il est reparti, il m'a trompée, donc elle ne pouvait plus lui refaire confiance. Et il n'y avait rien à faire. D'ailleurs, elle a rompu parce qu'il n'y avait rien à faire. C'était une histoire passionnelle entre eux, parce que lui, il ne voulait pas la lâcher, mais en même temps, de temps en temps, pendant 1 an, il avait la collègue, et puis après, il a lâché la collègue, mais l'autre, elle ne le croyait plus, en fait, c'était fini. Donc à partir du moment où vous ne croyez plus que l'autre peut changer, qu'il peut devenir exclusif, c'est mort. C'est même pas la peine de rester dans un couple où vous ne pouvez pas redonner confiance. N'insistez pas, mieux vaut partir. D'accord ? Soit vous faites un travail sur vous avec votre truc de la trahison, soit vous arrêtez direct en disant il me faut un alpha, un mec bien correct, là, ou un perfectionniste, un mec qui est hyper intègre, là, qui ne bouge pas d'une oreille. Et là, je vais dormir en mode je serai en sécurité grâce à toi. Mais de nouveau, vous donnez le pouvoir à quelqu'un pour votre sécurité, ce qui est quand même malsain. Voilà. C'est encore plus difficile quand vous avez bâti un projet sympa avec l'autre. Hein. Donc, plus il est dans votre champ, alors ça aussi, plus vous êtes avec cette personne et que vous le voyez souvent, voire vous vivez avec ou vous le voyez beaucoup, plus il est dans le champ. Plus il est dans le champ, plus vous avez peur d'être trompé. Plus vous êtes en stress, parce qu'il est dans le champ, il a pris tout le champ. Ça, c'est pas bon non plus. Hein. Donc l'invitation, si vous voulez sortir du stress, de la peur d'être trompé, eh ben, mettez-le moins dans le champ. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire diversifier. Faites autre chose de votre vie, enfin faites d'autres trucs, trouvez d'autres sources, d'autres manières que d'être... Parce que sinon, il est tout le temps dans le champ. Non seulement il est dans le champ dans votre tête avec il va me tromper, mais en plus, il est dans le champ tout le temps devant vous, parce que vous voulez passer beaucoup de temps avec. Et plus vous passez du temps avec, plus il est devant ton nez, tu vois. Donc tu fais pas autre chose, parce que le temps, c'est la ressource la plus précieuse. Ça m'a amusé parce que j'ai écouté les concurrents là, sur la peur d'être trompé tout à l'heure. Des fois, j'écoute quand je prépare une conférence. En fait, je prépare très peu. De temps en temps, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait les autres sur le sujet ? Alors, ça m'a fait marrer, je vais vous raconter. Il y en a un qui a sorti ça comme ça. Il a dit, c'est pour les filles en plus. Alors, les filles à la vanille, donc si vous avez peur d'être trompé par votre mec, c'est parce que forcément, vous êtes des contrôlantes, vous êtes des grosses jalouses, donc en fait, vous le faites suer avec votre jalousie, quoi. Et donc, il ne vous trouve pas appétissante. Et donc, à ce titre-là, puisque vous n'êtes pas rayonnante, pas appétissante, eh ben, rendez-vous vivante. C'est son conseil. Donc, devenez vivante, reprenez la pêche, remontez votre estime de vous, faites des trucs sympas, surtout arrêtez de l'emmerder avec vos jalousies. Arrêtez de lui en parler, plus vous faites ça, plus il va se barrer. Alors, bon, j'ai dit, oh là, ça va pas marcher le truc. Hein. Parce que ça canarde, ça pointe le fait que les filles... elles ont tout faux. Il faudrait qu'elles gèrent leur jalousie en mode arrêtez d'être chieuse, quoi. Alors qu'en fait, c'est beaucoup biologique. Et c'est vrai que les femmes ont quand même tendance à croire beaucoup plus à l'amour romantique et à avoir ce truc de prince charmant un peu plus que les hommes, quand même si les hommes sont attaqués aussi. Bon, c'est encore un peu plus féminin de mettre l'homme au centre. Mais en plus, c'est dire, mais vous les nanas, débrouillez-vous pour faire comme si tout va bien et remonter sur votre bateau. Alors, c'est vrai aussi, c'est vrai que plus tu diversifies tes stratégies pour aller bien, moins il est présent devant ton nez, plus tu as de la pêche, plus tu as de l'énergie vitale, mais en même temps, ce conseil qui consiste à dire faites comme si tout va bien, portez un masque, voilà, ça ne va pas marcher. Comment se détruire en dit le son. Tout va bien mon chéri, non, je ne suis pas jalouse. Alors, il est où ton téléphone? Oh, tu dors! Je regardais ton téléphone. Bon, ça ne marche pas du tout. Ces trucs, c'est nul. Donc, non, respectez-vous. Si vous êtes jaloux, reconnaissez-le. Faites-le savoir aussi à l'autre.
Pas besoin de lui en parler toutes les 5 minutes, mais il y a quelque chose qui doit changer dans la dynamique relationnelle entre vous et l'autre. Il y a quelque chose qui doit se modifier. Donc il faut régler le problème à la base et pas de faire genre non, non, moi, pas jalouse, moi. Je vais tout faire pour te garder, je vais être appétissante. Ça me fait marrer. Bon. Aussi, quand j'ai peur d'être trompée, je suis plus amoureux. Ça, je ne sais pas si vous le saviez, ça va avec. Plus je suis en stress et plus j'ai peur de perdre l'autre, plus j'ai peur qu'il me trompe, plus ça augmente la valeur sur le marché de l'amour de mon partenaire. Parce qu'en plus, il a quelqu'un en ligne de vue, d'accord, quelqu'un d'autre que moi. Donc ça veut dire qu'il augmente sa valeur sur le marché. Mais il y a un marché de l'amour. Hein. Mais oui, c'est une valeur marchande. Mais c'est très mercantile. Mais oui, mais c'est vu comme ça. Il y a des sociologues qui se sont intéressés au marché de l'amour, ça existe. Hein. Et donc, effectivement, quand tu imagines qu'il te trompe ou quand tu sais qu'il t'a trompé, il prend de la valeur. Et oui, mais non, mais franchement, quand vous, non, mais regardez même pour votre gouverne, quand vous trouvez un mec, un célibataire, il suffit que votre célibataire il soit maqué avec une nana pour que d'un coup vous dites ah waouh, oh, qu'est-ce qui peut être intéressant celui-là, et surtout s'il a une super escorte de 3 nanas à ses côtés là, vous êtes là ah waouh, alors que s'il est simplement célibataire, tout bête, bon, il a moins de valeur. Donc c'est la valeur que les autres leur donnent. En fait, c'est une valeur marchande. C'est plus il a la cote, plus sa valeur augmente. Donc plus vous êtes jalouse, plus vous imaginez qu'il a la cote avec d'autres, plus sa valeur monte. Et donc plus vous l'idéalisez, plus vous l'estimez, plus vous l'admirez, et donc plus vous êtes amoureux. Et vous signez votre perte. Ouais. Alors, soit tu bascules, tu peux avoir deux manières de gérer le truc. Soit c'est inadmissible quelqu'un qui ment, donc c'est un cauchemar. Soit dans votre tête, c'est un menteur ou une menteuse, et donc même pas en rêve, c'est incorrect, à répudier. On répudie, tu vois, hop, on lui balance des pierres. Voilà. Soit ça augmente, ça dépend de votre système de représentation. Mais inconsciemment, il y a quand même quelque chose de l'ordre de « il m'échappe » ou « il est en train de m'échapper ». Et donc, ça augmente l'envie de le capter. Donc, ça augmente l'intensité et la passion. Et la plupart des gens, quand ils ont des crises comme ça d'infidélité, s'ils restent ensemble, les sexualités, elles remontent comme ça. Ben oui, parce qu'il y a une tierce. Il y a quelque chose d'excitant dans le fait de redevoir capter le partenaire qui était un peu acquis, quoi. C'était un peu, voilà, oui, il est là, bon, c'est bon. Mais là, il n'est plus acquis du tout parce qu'on imagine qu'il peut partir avec la voisine là-bas. Donc on se dit, ah, donc du coup, hop, ça remet du piment. Et ça remet surtout de la passion. Voilà. D'un coup, on voit des personnes qui sont en insécurité, et avec le sentiment d'insécurité, s'il n'est pas trop élevé, ça permet de revenir à quelque chose de je veux te capter, je redeviens amoureuse, tu m'intéresses davantage, parce que il y a la menace de la perte en fait. Peut-être tu vas partir pour une autre. Donc du coup, tu m'intéresses davantage. Surtout si c'était un objet de déco, 3 minutes avant. C'est vrai quand même. Ou une plante verte. On est très branché sécurité-insécurité. Donc, selon si vous êtes trop en sécurité, les gens s'ennuient. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font des histoires d'amant de maîtresse. Puis d'un coup, il y a le feu, mais en même temps, c'est excitant. Donc, d'un coup, ils se réveillent. Ah oui, je tiens mon partenaire. Bon, il était temps de te rendre compte que tu tiens ton partenaire, tu vois. Ça peut. Alors, tout dépend du niveau d'insécurité. Quand le niveau d'insécurité n'est pas trop élevé, et que l'autre veut bien, si toi tu es exclusive, si tu n'es pas exclusive, tu ouvres ton couple, mais si tu es exclusive et que tu te dis, ok, il peut redevenir exclusif, il peut me choisir en fait, et rester fidèle dans le sens exclusif à moi, donc là, tu vas remettre un peu de sécurité dans le moteur. Et donc ça va aller, ça va te mettre de la passion, de l'envie de reséduire, ça va se gérer. Mais il faut que tu arrêtes d'être méfiante, tu dis, je lui fais confiance. Je remets les pendules à zéro. Si, au contraire, tu as un niveau d'insécurité qui est tellement... Tu es en stress comme ça fait... Mais alors là, et que tu canardes, parce qu'en général, plus tu es en insécurité, plus tu attaques ou tu fuis, en général tu attaques,
S'il est encore là, sinon tu t'es barré, donc il n'y a plus personne, tu es sorti du couple. Mais si tu es encore dans le couple, tu le canardes. C'est-à-dire tu fais ben, ouais, c'était un salaud, c'est à cause de toi si je vais mal. Bon, bref, vous canardez, quoi. Et donc, à ce titre-là, ça ne va pas donner grand-chose. Voilà, il faut remettre un peu de sécurité dans l'affaire. Donc il y a effectivement souvent, avec cette insécurité, ce que j'ai dit, un peu plus d'intensité amoureuse, mais il ne faut pas que ce soit trop élevé, parce que sinon, la réponse d'attaque, qui est je t'agresse, je t'agresse, je t'agresse, au bout d'un moment, l'autre, il en a marre de se prendre des reproches dans la tronche. Hein. Donc il n'a qu'une envie, c'est de se casser. Oui, il se ferme en fait. Oui, il ferme son cœur, parce que tu passes son temps à lui reprocher des tas de trucs, pas que l'infidélité. Vous avez remarqué, quand vous êtes en mode méfiance, vous le canardez. Mais vous canardez l'autre en mode tout et n'importe quoi. Tout est bon pour lui tomber dessus. Mais c'est juste parce que vous avez des lunettes de méfiance. Donc vous passez votre temps à faire des reproches sur tout ce que tu veux, et l'autre il n'en peut plus, tu vois, il sature. Donc au bout d'un moment, ça le tente d'aller encore plus voir ailleurs. Ou d'arrêter le lien avec vous, ou de dire elle est insupportable, ou il est insupportable. Voilà, donc insécurité sur insécurité, mon insécurité tape sur la tienne, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Et donc, il faut remettre de la sécurité dans le moteur, en vous, avec l'autre, etc. Débrouillez-vous, mais c'est ça qui a travaillé. Regardez, franchement là, individuellement, est-ce que vous misez votre sécurité sur le couple? Est-ce que le couple est un facteur de sécurité ou pas pour vous? Ben voilà, donc ça, vous travaillerez dessus. Tous ceux qui disent oui, vous devez réviser votre copie. C'est pas bonne copie. Vous pouvez mieux faire. Vous n'avez pas 0 sur 20, mais c'est pas bon, parce que vous allez souffrir. Oui, parce que vous avez l'idée, c'est une pensée, hein, c'est un schéma. J'ai l'idée que le couple pourrait m'amener de la sécurité. Un couple viable, un couple durable, d'accord? Ça, c'est malsain. Arrêtez de penser à ça. Changez votre croyance, ça ira mieux. Le couple peut être sécure comme insécure. Ce n'est pas le couple qui va garantir votre sécurité. Mais en aucun cas. Ça peut être un vecteur de stabilité. Oui, ça peut être un vecteur de stabilité. Parce que si tout se passe bien, c'est un vecteur de stabilité, mais ça ne veut pas dire un facteur de sécurité. Tu vois, la stabilité, c'est ouais, ça m'apaise un peu, mais ce n'est pas une garantie. Donc n'attendez pas trop. Voilà. Mais par contre, quand il y a des périodes de stabilité en couple, vous pouvez vraiment vous laisser aller, approfondir, être dans quelque chose de je m'abandonne, je dépose les armes, quoi. Je ne suis pas en méfiance, donc je vais pouvoir vivre quelque chose de très chouette. On va pouvoir créer ensemble. Souvent, il y a de la créativité à l'endroit où il y a de la stabilité. Mais vous n'êtes pas en mode comme une petite fille ou un petit garçon en mode ah oui, je suis sûre que grâce à toi, je vais être en sécurité. Ah non, non, pas du tout. Mais il y a quelque chose de l'ordre, ah oui, puisqu'on est plus en sécurité en ce moment parce qu'il y a de l'exclusivité par exemple et que moi ça me va, alors à ce moment-là, on peut vivre des choses beaucoup plus chouettes, beaucoup plus créatives, on peut faire des projets, on peut vraiment s'éclater, quoi. Mais n'attendez pas trop non plus. Vous voyez, c'est toujours la nuance, c'est jamais tout ou rien. Voilà. Alors, sur le mensonge, moi je voudrais parler du mensonge quand même. J'avais vu aussi sur un truc sur le mensonge, parce que souvent, le problème du mensonge, il m'a menti, elle m'a menti, et donc elle ne me respecte pas. Vous entendez ça? Souvent, on dit elle n'aurait pas dû, le pire c'est le mensonge, si je l'avais su, j'aurais pu lui pardonner, mais le pire c'est la trahison par le mensonge, d'accord? Ok. Eh bien, c'est pas si vrai que ça. Est-ce que vous avez déjà menti? Est-ce que vous avez déjà été des infidèles? Est-ce que vous êtes passé dans cette posture, c'est vous qui trompez? Oui ou non? Oui, bon, c'est bien. Il y en a qui sont honnêtes. Les autres, ils ne veulent pas le dire. Donc, est-ce que quand vous avez, à votre avis, c'était quoi la fonction, pourquoi vous avez été dans le mensonge? Qu'est-ce qui organise le mensonge? Non, ce n'est pas la culpabilité qui organise. Ça peut, mais ce n'est pas ça. C'est souvent, ouais, j'ai peur de tout perdre. J'ai peur de te perdre souvent. Donc je ne veux pas tout te dire.
j'ai pas le contrôle. En fait, c'est quelqu'un souvent qui n'a pas beaucoup d'amour-propre et qui ne pense pas qu'il peut être aimé pour qui il est. Et donc, du coup, il préfère ne pas tout dire parce qu'il se dit, si je lui dis la vérité, l'autre, il va me virer. D'accord ? Je ne peux pas être acceptée comme je suis. Et donc, il y a la peur de perdre l'autre. Donc, l'envie d'être au contrôle, en fait. Très souvent, c'est ça le truc. Et c'est pour ça que ces personnes ne sont pas assez intègres. Mais elles ne sont pas intègres avec elles-mêmes, déjà. Parce qu'elles se disent, je ne peux pas être aimée comme ça. Je ne peux pas être aimée en vérité. Donc, je vais, pour préserver le lien avec l'autre, ben, je vais cacher, mentir, omettre, et donc trahir. Mais c'est qui se trahit ? C'est moi que je trahis d'abord et avant toute chose. Je me trahis à l'endroit que je crois que je ne peux pas être aimée pour qui je suis. Ici, dans cet exemple-là, si quelqu'un, par exemple, ben, vous êtes plutôt quelqu'un d'explorateur, vous aimez le couple ouvert, j'en sais rien, vous aimez avoir un mari et un amant, pourquoi pas ? Et vous ne l'assumez pas, d'accord ? Donc à un moment donné, ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que vous croyez que vous avez besoin absolument de votre mari et que vous ne pouvez pas assumer qui vous êtes. Mais vous n'êtes pas intègre avec vous. Qui c'est qui ne se respecte pas ? C'est vous. Pas l'autre que vous ne vous respectez pas à l'endroit où vous ne voulez pas croire que vous pouvez être aimé par quelqu'un qui peut vous aimer infidèle, c'est-à-dire papillon. Voilà. Plus on s'assume, plus on rencontre des partenaires qui sont en face de nous. D'accord ? Moins on s'assume, plus on prend le mari qui bof, bon, il est bien, mais pas plus, et l'amant qui, oui, mais pas plus que ça non plus. Mais parce que je n'assume pas, en fait, que j'ai ce côté, par exemple, explorateur, papillon, intensité, et du coup, je ne rencontre pas des gens comme ça. Je rencontre que des gens qui sont un peu, qui me sécurisent, certes, mais qui ne sont pas faits forcément pour moi. Donc c'est important de voir que c'est moi qui ne me respecte pas, c'est pas moi qui ne respecte pas l'autre. Et c'est intéressant parce que quand vous voyez la posture de pourquoi celui qui ment, ça vous fait réfléchir sur l'empathie, ça vous met de l'empathie. Ça veut dire qu'il a toujours des bonnes raisons, c'est pas pour l'excuser, hein, c'est pour comprendre pourquoi le menteur ment. Il ne ment pas par manque de respect, il ment parce qu'il a peur de vous perdre, il n'assume pas, il n'est pas intègre, il a peur de ne pas être intègre, il n'est pas intègre vis-à-vis de lui-même, il a peur de ne pas être assez aimé, pas être assez important, il a un problème d'estime de soi très souvent. Donc c'est soit, effectivement, on ment par évitement, c'est-à-dire évitement, je vais éviter de souffrir, si mon mari me lâche, je ne veux pas souffrir, d'accord ? Soit par addiction. J'ai besoin de garder ma relation avec mon mari et ma maîtresse, j'ai besoin de garder ma maîtresse parce que j'ai besoin de séduire, j'ai besoin de savoir que je plais, parce que je me trouve moche, pas assez beau, pas assez intéressant. Donc j'ai besoin de plaire. Je ne peux pas lâcher ce truc de plaire, parce que narcissiquement j'ai des failles. Donc ça, c'est plutôt une addiction au signe de reconnaissance. D'accord ? Ouais. Attends, vas-y, reprends le micro qui est... prends-le. Il est en stéréo, là. Il est allumé ? Ouais, c'est bon. Là, on entend. C'est pour ça que des fois, il y a certaines personnes qui trompent, mais qui n'acceptent pas d'être trompées, qui n'accepteraient jamais d'être trompées. Il y en a plein, moi je l'ai fait d'ailleurs. Je suis la première à l'avoir fait. C'est beaucoup plus facile. Alors, c'est pas cohérent, mais on n'est pas cohérent. C'est beaucoup plus facile quand c'est toi qui le fais. On est d'accord. Il n'y a pas de problème, hein. Tout va bien. C'est même plutôt sympathique, à vrai dire. Mais quand c'est ton partenaire auquel tu tiens, pas un partenaire avec qui tu fais couple, ou que tu fais couple dans ta tête, mais pas un partenaire X, un sex friend, machin, on en fout là. Mais quand c'est ton partenaire auquel tu tiens, carrément, c'est beaucoup plus compliqué, puisqu'il y a ce truc de sentiment de sécurité, c'est-à-dire le couple étant officialisé dans ta tête, et je te rappelle que d'un coup tu l'as officialisé, tu lui donnes beaucoup de pouvoir à ce couple. Voilà, et c'est ça qui se passe. Donc l'attachement à cet autre, il est puissant à l'endroit où tu accordes beaucoup d'importance à cette histoire de couple, en fait. Et c'est humain, hein, en même temps. Et c'est beaucoup plus facile pour soi que pour l'autre. Mais non, ça c'est évident. Je pense qu'il y en a plein qui l'ont fait. Alors, franchement, je ne dois pas être la seule. Il y en a plein qui l'ont vécu, ce truc, de c'est plus facile pour moi que pour d'autres, et autant pour les femmes que pour les hommes, d'ailleurs. Ce n'est pas une histoire de « je suis un homme, c'est normal ». Non, c'est beaucoup plus facile de se l'octroyer, et on n'est pas... Et d'ailleurs, on se dit... C'est intéressant de passer par cette posture, parce qu'on se dit « mais je comprends mieux pourquoi l'autre est jaloux,
Et en même temps, moi, quand c'est mon cas, bah oui, pour moi, c'est plus facile, quoi. Moi, ça va, je peux continuer comme ça, pas de problème. Moi, ça ne me pose pas de problème. On n'est pas très cohérents, mais nous ne sommes pas très cohérents. Parce que l'attachement, je vous ai dit, il y a une part très biologique, c'est vraiment possessif, quoi. Et il n'y a rien à faire avec cette possessivité. Il faut simplement admettre que nous sommes des êtres parfois possessifs. Et si vous ne l'êtes pas, tant mieux pour vous. Il y a des gens qui sont très peu possessifs, mais tant mieux, c'est parfait pour vous. Mais il y en a une majorité qui sont des gros possessifs, et c'est contre leur gré. Voilà, ça c'est mon... voilà. Donc c'était pour faire un petit laïus sur le mensonge, et de dire que bah voilà, plutôt que de rester buté sur « il m'a menti, il m'a trahi, elle m'a menti, c'est une catastrophe, elle ne me respecte pas », essayez de passer un peu... sinon, vous ne remettrez jamais les pendules à zéro. Avec ce « elle ne me respecte pas », vous allez rigidifier l'affaire et vous ne pouvez pas continuer votre couple. Alors, je vous écoute pour des questions, des témoignages sur la peur d'être... ou des pistes d'ailleurs. Ah oui, j'avais mis qu'est-ce que vous faites en urgence, hein, quand vous êtes stressé par la peur d'être trompé. J'avais dit laissez-vous être triste, accueillez les émotions, la colère, la tristesse, l'impuissance. Voilà. Quand il y a débordement, ce n'est pas le moment de faire le point. On ne fait jamais le point. On attend que ça passe le débordement émotionnel. Hein. On ne commence pas à faire une réunion au sommet. Comment va-t-on résoudre l'affaire? Pas du tout. Et quand vous êtes débordé, il vaut mieux effectivement ne pas rationaliser parce que vous n'êtes pas objectif. Vous ne pouvez pas rationaliser de manière objective. Vous faites de la confiture de pensée. Vous êtes pris par l'émotionnel, donc vous pensez faux, vous pensez mal et vous interprétez en mode oui, moi je ne suis pas quelqu'un de bien, l'autre est mieux, je suis sûr qu'il ne m'aime pas, des conneries, enfin des pensées qui sont fausses. Donc évitez de rationaliser parce que vous rationalisez mal et ce n'est pas objectif. Donc quand vous êtes débordé, c'est pas courage fuyant, c'est je fais quelque chose, je prends soin de moi. J'attends que ça déborde plus. Ah oui, j'avais marqué la peur des poils imaginaires, notamment l'idée que l'autre s'amuse et pas moi. C'est injuste. Il y a ça aussi, ouais. Ah, il s'éclate. Moi, je me tape les gosses, je me tape la logistique, et j'entends souvent. Oh là là, moi j'ai que les contraintes et l'autre elle s'éclate. C'est pas cool. Alors, c'est pas tout à fait. Ça peut être vrai, mais c'est pas tout à fait vrai. Parce que c'est des petits moments volés. Et c'est assez inconfortable aussi. Voilà, c'est pas de l'éclat toute la journée. C'est souvent exagéré, ce truc. Elle s'éclate et pas moi. Surtout si vous l'avez fait. Bon, ok, il y a des bons moments, mais c'est pas l'éclat du matin au soir non plus, quoi. Mais c'est intéressant de voir. Je l'avais ce week-end. J'avais quelqu'un comme ça qui me disait, ouais, ma femme, depuis 10 ans, elle a un amant. Elle avait dit qu'elle l'avait viré. Parce qu'à un moment donné, j'avais mis les points sur les i, elle avait dégagé, elle avait dit « je suis en exclusivité avec toi », donc j'étais sûre qu'elle l'avait viré. En fait, j'ai appris qu'il est toujours, dans le secteur, puisque en fait, il est tombé dans la presse sur une information qu'elle s'officialisait, l'amant était devenu son compagnon, alors qu'en fait, c'était lui son compagnon, mais bon, c'est son mari. Donc tu vois, le truc, il l'a appris par la presse. Donc ça lui a fait un choc, parce que elle avait dit, ça fait 3 ans qu'elle avait dit, non, c'est bon, c'est dégagé, c'est plus qu'un collègue, c'est plus rien du tout, bon, bref. Donc hop, trahison, machin. Mais il était quand même assez empathique. Par contre, lui, son truc, c'était, il s'aimait, donc. Mais il y a souvent de l'amour dans les couples. Hein. C'est pas juste des histoires de je t'aime et je t'aime pas, c'est pas tout ou rien. Et ils s'entendaient bien, il y avait plein de bonnes choses dans leur histoire, quoi. Sauf qu'il y avait beaucoup de sexualité dans leur exemple, et donc elle avait de la sexualité avec l'autre. Par contre, elle pas tellement d'autres choses, je pense. Il y avait plus de points communs avec le mari. Bon. C'est un classique aussi. Hein. Il y a de la sexualité à droite et du bon et tout le reste ailleurs. Voilà. Alors après, bon, lui, il n'avait pas envie de rééquilibrer en disant bah, moi, je vais faire pareil qu'elle. Il n'avait pas envie. Bah, souvent, ça ne marche pas forcément, ce truc-là. Et donc, il avait mis. Il n'a pas dit elle ne me respecte pas. Il a dit écoute, soit tu remets de l'exclusivité entre nous, soit j'en profite pour partir, quoi. Les enfants sont grands, allez hop, moi je vais faire ma vie, je vais faire autre chose de ma vie. Mais je ne resterai pas avec toi en train de me raconter des cracks sans arrêt, en faisant genre, bah oui, je suis avec toi, mais il n'est plus dans ma vie, mais en fait, bon, voilà. Donc, ça peut être intéressant de passer par... ça pointait cette histoire de non-sexualité, de problèmes qu'elle avait du mal à
à être vraie, en fait, puisqu'elle continuait de mentir, même si elle lui avait dit « mais non, je te mens plus ». Donc ça, c'est vraiment un bon exemple. Ça fait 10 ans, c'est pas une histoire d'un mois, ça fait 10 ans qu'elle avait cet amant, et au début, il le savait. Et même que, ce que j'ai dit tout à l'heure, il lui avait présenté, enfin bon, voilà, il y avait des moments où ils avaient été passés des moments, des soirées ensemble, tout ça. C'est un classique aussi, ça. Hein. Donc il le connaissait bien, son amant. Des histoires, il y en a plein, mais mais franchement, c'est des classiques du genre, ça n'a rien d'extraordinaire, ce truc. Et donc, en fait, on a décortiqué le truc, et effectivement, je lui ai dit, écoute, si tu es au clair sur le fait que pour toi, l'exclusivité, c'est un imparable, c'est non négociable, donc, parce que ça peut être négociable aussi, hein, ça aurait pu être négociable. Non, c'est pas négociable, de nouveau, c'est pas négociable, donc du coup, il va revenir en lui disant, bah écoute, voilà, soit tu me prouves que tu repars pas avec lui, soit sinon, je prends le large, quoi, je vais faire autre chose de ma vie, on restera des coparents, et puis c'est tout. Mais à un moment donné, c'est ça aussi, c'est plutôt se respecter, et on peut avoir beaucoup d'amour pour l'autre, voilà, et à un moment donné, si ça fait trop souffrir ce truc de je sais que tu as un amant, mais je ne peux pas le gérer, c'est à nous de faire quelque chose, quoi. Voilà. Après, vous en avez certainement des histoires comme ça, moi j'en ai plein à raconter. J'en vois tous les jours. Les histoires de trio. Oui, c'est des grands classiques. Alors là, en plus, c'est des exemples de femmes qui trompent. Alors, souvent, c'est les hommes. Ah bah non, j'ai plutôt des exemples de femmes qui trompent en sous-marin. Et des fois, ça dure des années. Il y a des histoires de couples comme ça, bis, de double couple en sous-marin comme ça, qui durent des années, des années. Il y a des gens qui font des doubles couples. Et là, c'était presque ça, parce que c'était comme un double couple, étant donné que l'autre paraissait, c'était mon compagnon. Alors, j'étais choquée quand même. Donc voilà. Après, si vous avez la marge, si vous n'êtes pas jaloux, vous pouvez faire des doubles couples. Il y en a qui font des... C'est rare. Mais dans le modèle du polyamour, il y a des gens qui font des doubles couples. C'est-à-dire, chacun a la possibilité de faire un couple ici et un couple là-bas, en suivi amoureux. Voilà. Il faut pouvoir se l'offrir, ce modèle. Hein. C'est un peu maousse, mais ça n'a pas un gros succès. Mais voilà, parce que c'est faire fi de la jalousie qui est biologique. Il ne faut pas être jaloux du tout. Il faut pouvoir tout gérer. C'est complexe. Parce que ça fait des plannings, alors qui, quoi, où, quand, comment. Il faut beaucoup accepter, il faut prendre sur soi. Moi, de ce que j'observe de ces milieux-là, les gens prennent beaucoup sur eux quand même. Puis l'estime de soi, elle est un peu entamée, un peu abîmée. Là. Ouais, mais à condition, parce que là, il y a aussi... Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais, il y a des histoires de... Oui, c'est ça qui... Quand est-ce que tu es dispo? Est-ce que toi, tu passes du temps avec lui? Parce que comme ça, puisque tu es disponible, moi, je peux être disponible. Puis en général, il y a aussi du temps passé avec les enfants, avec la famille, les activités. Enfin, il n'y a pas que les histoires de couple. Hein. Donc, ça fait des agendas très chargés, avec beaucoup de problèmes de place aussi, puisque ce qu'on appelle les métamours, ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire pas le couple socle, mais les annexes. Souvent, ils ne savent pas où est leur place. Quelle est ma place? Est-ce que j'ai autant de place que l'autre? C'est les problèmes de chouchou. Le problème de la jalousie, pourquoi est-ce qu'il y a la peur d'être trompé, ça fait flipper et ça met en panique? Parce qu'il y a ce truc du lien d'attachement qui fait que quand on est attaché avec quelqu'un, on ne veut pas le partager en fait. On veut notre place. On veut la première place sur le podium. On ne veut pas partager le gâteau avec les autres. Et il y a ce problème de territoire, de place. C'est ça, on défend notre territoire. C'est comme dans le monde animal. Le lion et la lionne. Ouais, vas-y, ça marche. Moi, j'ai une question parce qu'aujourd'hui, on a des codes sociaux et culturels qui nous disent qu'on doit être exclusif. Qu'on doit être exclusif? Oui, et du coup, si on avait tous ces codes culturels, je voulais savoir si l'espèce humaine, l'Homo sapiens, est monogame. Ah, ça c'est une bonne question. A priori, oui et non. Il y a pas mal de chercheurs qui se sont mis sur le truc. Alors après, comme ils cherchent au niveau éthologique, c'est-à-dire au niveau des animaux, on ne peut pas faire forcément des rapprochements parce qu'on n'est pas vraiment des animaux. Donc a priori, comme les animaux, on pourrait dire... peut-être bien que oui, parce qu'il y a quand même des espèces qui sont monogames chez les animaux, notamment les mammifères, certains mammifères, et puis d'autres pas du tout. Alors il y en a d'autres qui ne sont pas du tout pour le coup monogames. Et donc moi je pense plus que
on est monogame déjà dans certaines périodes, notamment si tu as envie d'être fécondé par un mâle, eh bien oui, ça paraît évident que tu as plus envie, pour protéger ta nichée, d'avoir un mâle fidèle, d'accord ? Bon, ça paraît qu'il veut s'engager avec toi, qu'il va protéger tes petits et toi. Donc ça, dans ces périodes-là, c'est plus normal d'être monogame, en tout cas pour la femelle humaine. Et quant au reste, aujourd'hui, il y a cette envie d'explorer, de rien rater, hein, de ne pas rater d'explorer, de ne pas rater des expériences, de s'éclater, de faire du tourisme, voilà, qui peut créer une forme d'agitation, mais ça peut être sympa et ça peut être une richesse de ne pas rentrer que dans la norme de ne pas être monogame, et ce pour toujours, dans un contrat de fidélité pour toujours. Donc il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à des modèles ouverts, justement, polysexualité, polyamour, qui n'ont pas un succès franc. Moi, j'ai pensé que ça aurait plus de succès. En réalité, ça n'a pas du tout de succès. C'est très à la marge. Parce que, à cause de cette histoire, pas seulement que de normes, mais de difficultés biologiques à gérer cette jalousie. Tu vois ? Par problématique d'attachement, qui fait que pour les gens qui ont eu des attachements, il y a beaucoup de personnes qui ont eu des attachements insécures dans leur enfance. 3/4 de la population a eu affaire à des attachements insécures quand ils étaient enfants. Donc, du coup, ils arrivent à l'âge adulte avec un attachement insécure. Donc, tu rajoutes les complexités des modèles ouverts, et vas-y, comme moi j'ai vécu d'ailleurs, vas-y de ta jalousie, ça va 5 minutes, mais tu fais quoi, tu vois ? Donc, c'est un peu la problématique. Donc, on peut avoir envie d'être non monogame et de s'intéresser par curiosité à ces modèles sans question de morale, sans mettre de la morale là-dessus. C'est juste que ça peut être compliqué d'avoir la marge de gérer ces histoires de jalousie, notamment quand tu es investi. Je te rappelle que si tu es dans plusieurs couples, tu passes d'un couple, tu peux être en couple, bon voilà, tu peux te faire des plans, même émotionnellement investis, sur lesquels tu n'es pas très attaché, tu vois. Bon, il n'y a pas de problème. Hein. Et les gens, ils ne sont pas jaloux parce que, voilà, tout simplement, tu as plusieurs partenaires et ils sont à peu près tous au même niveau. Tu vois. Mais tu n'es pas en couple, en genre investi. Tu vois. C'est-à-dire, tu n'attends pas grand-chose. C'est des moments, voilà, c'est des bons moments. Mais tu passes des bons moments, mais tant mieux. Et il ne faut pas croire que les bons moments, c'est juste des moments sexuels. En général, les gens qui ont des maîtresses et des amants, c'est des moments investis émotionnellement. C'est aussi des moments d'échange, de complicité, s'il y a de l'intimité, pas que sexuelle. Hein. La plupart du temps, ok, c'est pas que des plans cul, hein, surtout quand ça dure. Donc c'est pour ça qu'il y a de la jalousie aussi, parce qu'on sait très bien que c'est pas juste une histoire de sexe. Il y a aussi des moments vraiment de partage intime, de vrai échange, quoi. Voilà. Et donc peut-on être amoureux de plusieurs personnes à la fois ? Oui, ça c'est sûr et certain. Après, c'est compliqué. Compliqué à gérer. Ça fait beaucoup de stress. Donc, il faut pouvoir gérer le stress. Si vous êtes dans une période où vous n'avez pas beaucoup de stress, tout va bien pour vous, tant mieux. Si vous avez la marge. Si vous n'avez pas trop de stress déjà dans votre vie, ça va vous surchauffer, vous allez vous agiter et vous allez finir en surchauffe. Voilà. En surchauffe. Bah oui, en mode agité, en mode... Et du coup, sur un système déréglé, quand vous êtes déréglé par trop de stress, vous ne tolérez pas grand-chose. Donc tout s'enflamme en fait. Il suffit que vous ayez un signal comme quoi il est en train de vous tromper ou il pourrait vous tromper ou peut-être que, je sais pas, il prend son téléphone pour le boulot. Hop, vous dites ça y est, il est en train de me tromper. Bon, ça y est, c'est reparti mon kiki et tu pars en cacahuète en fait. Tout ça parce que tu es déjà déréglé. Tu es déjà complètement agité. Donc il ne faut pas grand-chose pour qu'il n'y ait rien qui passe. Il n'y a pas de marge. Alors que si vous êtes déjà plus bon, vous êtes tranquille, vous êtes dans une période plutôt stable et tout, vous avez plus de marge pour tout gérer. Ça, c'est important de le comprendre. Donc, plus ça va mal, mieux vous vous portez, mieux vous... Et ça, c'est vraiment vrai. Et ça, c'est vrai pour tous. Parce qu'il n'y a pas que sur le... Je l'ai dit, plus vous allez mal et moins vous gérez rien. Mais même les enfants qui vous gonflent, mais n'importe quoi, tout vous gonfle en fait. Vous ne supportez rien, vous êtes irritable, vous êtes angoissé, vous ne dormez plus la nuit, enfin c'est une catastrophe. Donc vous n'avez pas de marge. Donc rajoutez-vous pas des machins de stress pas possible, c'est important de voir si je suis responsable de gérer mon stress. L'autre, il ne va pas le gérer à ma place. Voilà. D'autres questions ? Parce que là, on va nous dire d'arrêter dans 2 minutes.
Non? Je peux poser une dernière question. Vas-y. Pourquoi, des fois, chez certains hommes, une fois qu'ils ont couché, ils perdent tout de suite intérêt? Alors les femmes aussi maintenant, hein, Oui. tu as la même particularité. Ça, c'est lié à la société de clivage. C'est-à-dire, on fabrique des clivés. Le clivé, rappelle-toi, c'est sexe coupé du cœur. D'accord? Donc c'est je me protège en ne donnant pas mon cœur, en n'étant pas vulnérable. Tu vois, donc je donne de la surface de moi-même. Parce que j'anticipe que je vais souffrir si je donne trop de ma personne. Donc je me réserverai pour vraiment la bonne personne. Donc en attendant, j'en sais rien, comme c'est pas la bonne personne, donc j'y vais comme ça, mais je me mouille pas, c'est le cas de le dire. Ouais, oui, comme être à la recherche de l'âme sœur, quoi. Mais du coup, on peut attendre à l'infini. Oui, mais c'est ça. Il y a des personnes qui vont jamais vraiment donner grand-chose, tu vois. Ils vont consommer, et puis après, ils vont se dire, ouais, mais bon, peut-être il y en a une autre qui m'attend là-bas, et peut-être, ça c'est beaucoup les sites de rencontres, parce que les sites de rencontres fabriquent l'idée de l'abondance. Donc là, elle est bof, quoi, oui, c'est pas mal, mais bon, ça pourrait être mieux. Donc, on va pas insister, on va pas se livrer, on va pas s'abandonner, si tu veux, tu vois. C'est aussi des personnes souvent qui ont eu des cœurs brisés. Donc c'est pour ça qu'ils ne s'investissent pas. Ouais, je vais arrêter. Donc tu vois, cette société, c'est pas que l'histoire de on est dans une société de consommation, c'est un peu simpliste comme histoire. C'est beaucoup parce qu'il y a une peur de se dévoiler, parce qu'il y a une peur de souffrir, une anticipation de la souffrance qui fait que même les nanas maintenant, elles sont là, elles se protègent. Ah bah moi j'y vais, mais bon, je sais que je vais pas trop y aller parce que si je commence à m'investir et que l'autre il se barre en courant, demain il me répond plus. Bah, je vais pas trop, tu vois, je donne pas grand chose, quoi. Je donne un peu, voilà, un peu de sexe. Bon, je fais des grands sourires, je fais ah ouais, c'est génial, oh quelle belle vie. Non, je fais des grands sourires, mais en fait, je donne pas grand chose de moi. Et notamment, c'est de la vulnérabilité. Le clivé, n'oublie pas, c'est un profil amoureux. J'avais donné des conférences sur les profils. C'est le profil, je ne veux pas être vulnérable. J'ai trop peur de souffrir. Voilà. Je pense que c'est plus acceptable comme motif qu'on est dans une société de consommation. C'est un peu neuneux, ça. Mais même là, dans ces cas-là, sur les sites de rencontres, en fait, ils ne s'investissent pas parce qu'ils savent très bien que l'autre a pléthore de choix. Oui, et donc, du coup, on se dit, il passe 2 heures avec moi, mais demain, il a un rendez-vous avec une autre, et voilà. Ah, mais non, c'est ce qui fait aussi ces sites de rencontres, c'est qu'en fait, il y a tellement une multitude de choix. Que tu ne sais plus choix, tu ne te positionnes pas puisque tu as toujours du choix. Voilà, donc tu te mets nulle part. À force, c'est comme quand tu. D'ailleurs, il y avait des exemples comme ça. On te disait, site de rencontre, c'est comme quand tu vas dans une tu as des petits supermarchés, puis tu as des énormes supermarchés, là, de grands groupes. Alors, quand tu arrives dans des grands groupes de supermarchés, du coup, tu mets 3 plombes à choisir parce que tu ne sais plus quoi choisir, il y a trop de choix. Alors que quand tu arrives dans ta petite supérette, là, donc tu achètes ton truc. Ouais. Voilà, c'est le même principe. Non, mais c'est ça. Voilà. Bon, écoutez, merci. Et puis, voilà. Bravo. La prochaine conférence, ça sera au Trac Théâtre le 20 juin sur l'amour est-il toujours promesse de bonheur. Donc voilà, si vous voulez venir, c'est toujours gratuit. Hein, c'est à Castelnau-le-Lez, au tram Charles de Gaulle. C'est sur mon site à événements, de toute façon. Et puis sinon, voilà, il y en aura encore d'autres, des conférences. J'en donne une le 4 juillet ici, je ne me rappelle plus du titre. Puis pour le reste, vous allez sur ma chaîne ou sur mon site à événements, vous avez tous les événements de l'été. Je fais un spécial célibataire aussi cet été. D'accord.